bienvenue à toutes et à tous sur ce live consacré au séminaire e-santé organisé par l'Agence régionale de santé Occitanie. David Atlan, Mapping Conseil et moi-même, Jérôme Falerne, sommes très heureux de vous accueillir, alors même si vous êtes à distance, vous accueillir dans les locaux de l'ARS à Toulouse pour vous permettre de découvrir les lauréats de notre appel à projets sur les innovations numériques en santé. Si vous êtes, comme je l'espère, connectés nombreux sur ce live, vous avez devant vous un écran qui ressemble à ce qui est présenté dans cette diapositive. Sur la partie gauche, vous nous voyez en plan large sur le plateau. Sur la partie droite, vous avez la possibilité à tout moment de réagir et poser vos questions à travers un système de chat qui est modéré par Mapping Conseil, par Audrey et David, enfin par Audrey précisément, qui est dans le back-office de notre studio. Donc vous n'hésitez surtout pas, à n'importe quel moment, à réagir, notamment à la présentation des projets. Avant d'arriver à cette phase tant attendue, je vais donner la parole à M. Jean-Jacques Morfois, directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé, qui va vous présenter le cadre dans lequel nous avons, il y a maintenant un an, lancé cet appel à projets. Merci Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce forum e-santé qui effectivement est très attendu puisque comme l'a dit Jérôme, ça fait maintenant 2 ans que ce projet est lancé. Il fait suite à une des priorités du projet régional de santé pour essayer de favoriser l'innovation du numérique en santé. Alors pourquoi ce projet? Tout simplement parce que nous vivons d'innovation, en particulier dans le domaine de la santé. L'innovation, ce n'est pas simplement une idée géniale, ce n'est pas simplement une découverte, c'est un véritable changement au cœur de nos pratiques dans l'intérêt et pour améliorer la prise en charge des patients. Donc c'est extrêmement essentiel de pouvoir effectivement faire bénéficier, dans cette région Occitanie où il y a tant de compétences, faire bénéficier l'ensemble des acteurs et surtout des patients de ces innovations. Alors, le temps, de remettre mon mot de passe, parce que ça, c'est l'innovation numérique. On n'a pas pu se passer des mots de passe. Ce qui est important de dire en introduction aussi, c'est ce projet part d'un constat. C'est que souvent, on a d'excellentes idées de la part des professionnels de santé pour répondre à un besoin. Et ça ne marche pas dans la pratique, ça ne marche pas parce que, effectivement, par manque de professionnalisme, par manque d'industrialisation du processus, par absence de modèle économique, cette idée tombe à l'eau. Et à l'inverse, on a souvent des idées technologiquement innovantes, d'industriels ou de partenaires des systèmes d'information qui tombent à l'eau parce qu'elles ne répondent pas à un besoin de santé. Donc l'idée simple, au départ, c'est essayer de répondre à cela et de construire à travers cette démarche un dispositif dit de convergence pour accompagner et soutenir ces projets dans la e-santé. Donc favoriser l'innovation numérique en santé, c'est quoi? C'est le 3C qu'on a, c'est pas le centre de coordination en cancérologie. Pour les spécialistes, c'est un dispositif spécifique pour la e-santé pour favoriser la convergence, favoriser la coordination des acteurs et favoriser la co-construction. C'est extrêmement important parce que la convergence, c'est la convergence, bien sûr, de l'ensemble des initiatives qui sont portées par les représentants, les institutions, les professionnels. C'est que ces projets soient aussi en phase, j'y reviendrai, avec nos priorités de santé publique, puisque ça s'inscrit dans le cadre du projet régional de santé. La coordination entre les acteurs, c'est très important aussi, puisque sans coordination, il n'y a pas d'efficacité, sans oublier un acteur essentiel, c'est l'usager. Souvent aussi, dans ces projets, on a tendance à se substituer en tant que sachant, soit technique ou technologique dans les systèmes d'information, soit en tant que professionnel de santé, de parler à la place d'eux et se substituer à l'usager dans ses besoins de prise en charge. Donc la coordination, c'est la coordination entre les professionnels de santé, entre les spécialistes de l'innovation, notamment en termes de systèmes d'information, et les usagers, tout ça pour une co-construction à travers un processus dynamique pour créer du lien à travers
des rencontres régulières, j'y reviendrai, à travers de l'échange d'informations pour travailler ensemble et faire émerger des idées et des projets, j'y reviendrai. Alors il y a bien sûr, comme tout projet, une comitologie adaptée, à travers finalement un certain nombre de comités. Il y a un comité de gouvernance qu'on a appelé comité de convergence. Donc ce comité, il a pour but d'informer, de partager entre nous des initiatives, de proposer des axes de travail. Il s'appuie sur un certain nombre de séminaires e-santé techniques, de rencontres entre nous. Il y en a eu un certain nombre dans la région, 7 si je ne dis pas de bêtises, de mémoire. Et puis, le point d'orgue de cette démarche, c'est effectivement l'appel à projet qui nous réunit aujourd'hui de manière dématérialisée pour effectivement favoriser l'initiative, être à l'écoute des différents acteurs et effectuer une sélection pour aller in concreto jusqu'à la mise en œuvre de ces projets sur le terrain. Donc les caractéristiques de cet appel à projet, j'insisterai sur un particulier, puisque après c'est la logique de tout appel à projet, c'est la thématique. Le numérique doit être au service de la réduction des inégalités d'accès aux soins pour les personnes notamment les plus en difficulté, notamment les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées en perte d'autonomie. C'est important, je me permets d'insister là-dessus parce que souvent, le numérique, même si c'est de belles initiatives, à l'inverse, augmente les difficultés d'accès au système. C'est souvent ce qu'on appelle la fracture numérique. Ça vaut aussi dans le domaine de la santé. C'est qu'un certain nombre d'usages, de personnes qui pourraient avoir une plus-value dans l'utilisation de ces outils, en fait, se retrouvent plutôt exclus du système par rapport à l'accessibilité, que ce soit des outils, de la manipulation ou même à travers des réseaux de haut débit qui sont souvent nécessaires à l'utilisation de ces outils. Donc vraiment, la thématique, c'est comment, à travers ces outils du numérique en santé, on peut réduire cette inégalité, notamment pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Donc cette slide vous rappelle un petit peu les grands principes de tout appel à projet. Cet appel à projet a été lancé donc, il y a maintenant la démarche pratiquement 2 ans. Et c'est 2 ans d'efforts intensifs de l'ensemble des acteurs. Un petit diagramme qui vous rappelle ce calendrier général, pour insister peut-être sur 2 points méthodologiques importants. Vous voyez que cet appel à projet, on a quand même eu un franc succès, j'y reviendrai, 18 dossiers reçus, 6 dossiers qui ont passé la première étape de l'éligibilité de ces projets pour, au final, 3 projets qu'on vous découvrira tout à l'heure. Insister sur le fait qu'on s'est associé pour garantir non seulement l'équité, mais surtout la qualité de l'analyse d'un certain nombre d'acteurs, notamment de personnalités qualifiées, 3 personnalités qualifiées hors région Occitanie, qui ont permis de nous aider à discriminer l'ensemble de ces projets. On a aussi, et je tiens à le souligner, malgré le contexte que je ne saurais malheureusement effacer, qui est celui de la pandémie de SARS-CoV-2, la pandémie de coronavirus, pris très peu de retard sur cet appel à projet. On n'a pas pu échapper aux 2 mois de confinement, donc on a, je crois, 3 mois de retard sur le projet initial. C'est marqué aussi, malgré les calendriers, notamment cet été, qui étaient assez contraints, que l'ensemble des acteurs, on continue à nous faire confiance, à être avec nous dans cette dynamique. C'est aussi important de voir comment, au-delà même de l'appel à projet, cette situation très très particulière, très exceptionnelle, a été aussi un fantastique levier pour favoriser l'innovation. J'insiste là-dessus puisqu'on met en avant, et à juste titre, la difficulté de répondre aux besoins et la nécessité d'assurer des précautions, des gestes barrières. C'est pour ça que je porte un joli masque avec le logo de l'ARS Occitanie, d'ailleurs, qu'on prend toutes les précautions sur le plateau pour assurer les gestes barrières et la distanciation physique entre nous. Mais tout aussi sérieusement, on a observé
que cette période exceptionnelle a permis de casser des barrières et servir de catalyseur et d'accélérateur à l'innovation, y compris dans l'usage des outils dans la e-santé. Donc vraiment, encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont rejoints sur ce site dématérialisé. Merci par avance à tous ceux qui vont pouvoir poser des questions sur le chat au fur et à mesure des communications qui seront faites et des annonces qui seront faites. Je crois que je passe tout de suite la main à ce stade de la présentation à Jérôme pour la suite de cette introduction. Merci beaucoup Jean-Jacques. Effectivement, la suite sous un format là aussi un petit peu particulier puisque Nadia Pelfig, vice-présidente de la région Occitanie, n'a pas pu malheureusement, et on l'en excuse, se joindre à nous sur ce plateau. Elle a enregistré une petite vidéo que nous allons vous partager tout de suite. Juste avant de la partager, peut-être pour vous indiquer que le rôle de la région aux côtés de l'Agence régionale de santé dans cette démarche a été vraiment un rôle particulier. À notre connaissance, sans autres antécédents dans d'autres régions, puisque nous sommes sur un cofinancement et que donc la région a accepté de venir abonder notre financement dédié aux acteurs de santé par un financement des projets que vous allez voir très prochainement, un financement pour les entreprises porteuses, coporteuses des projets. Donc je vais laisser la parole à Madame Nadia Pelfig sur une vidéo que vous allez pouvoir voir tout de suite. Très heureuse que nous puissions nous retrouver dans le cadre de ce séminaire consacré à la e-santé, durant lequel nous allons pouvoir découvrir les différents lauréats de l'appel à projet. Heureuse parce que les problématiques de santé, y compris en cette période si singulière qui nous oblige les uns et les autres à innover dans la manière de rester en relation les uns avec les autres, nous voyons bien les nécessités d'augmenter la capacité de répondre aux besoins d'accès aux soins de santé de nos populations. Ce séminaire et finalement la dynamique que nous avons mise en œuvre avec l'Agence régionale de santé en mobilisant les acteurs régionaux m'inspire finalement trois mots. Le premier qui est celui de l'égalité. Notre volonté à tous que l'égalité d'accès aux soins, notamment pour nos aînés, les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, soit bel et bien une réalité sur notre territoire régional. Le deuxième mot que ça interpelle, c'est celui de la technologie. Oui, nous savons tous les poussées technologiques, mais nous voulons résolument que ces technologies se mettent au service de l'humain, au service du progrès, au service du mieux vivre. Et lorsque nous conjuguons numérique et santé, c'est avec cet objectif que de favoriser les progrès des soins, les progrès du bien vieillir, le progrès du bien vivre. Un troisième mot, c'est celui de l'intelligence collective. Ces séminaires, nos nombreuses rencontres, nos échanges, nos collaborations sur cet appel à projet, ça a été la démonstration que nous faisons mieux et plus quand nous sommes ensemble. Fédérer les industriels, les chercheurs, c'est le sens et l'objet de l'appel à projet Redinov. Fédérer les usagers, les professionnels de santé, celles et ceux créatifs, porteurs de projets, start-upers, qui veulent s'associer pour proposer des solutions. Ici, nous sommes la région des solutions. Nous n'avons pour autre ambition que d'être utiles ensemble. Et je suis persuadée que ce séminaire va démontrer que parmi les lauréats, nous aurons les solutions de demain. Voilà, merci beaucoup à Madame Pelfig pour cette petite vidéo. Nous allons passer au moment tant attendu dès maintenant avec Jean-Jacques Morfoy sur la partie d'annonce des projets lauréats. Merci Jérôme, mille merci à Madame de la représentante du Conseil régional de son allocution que je partage complètement. C'est un partenaire indispensable de cette démarche, c'est un partenaire dans une démarche originale, comme elle l'a dit. Nous n'avons pas connaissance, comme l'a dit Jérôme, de démarche ARS Conseil régional ailleurs. J'espère que ce sera un exemple qui sera repris. Sans plus d'attente et pardon pour le teasing, juste une slide avant de présenter les dossiers retenus pour remercier vraiment infiniment l'ensemble des consortiums. Je tiens à souligner qu'il y a eu quand même 18 projets, 18 consortiums déposés. C'est un énorme travail de pouvoir remplir, pour pouvoir accéder ne serait-ce qu'à l'éligibilité dans un temps qui est difficile. Donc je tiens vraiment à souligner cet effort et à les remercier pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. Quelques données quand même chiffrées. Je regarde mon écran parce que c'est impressionnant. Malgré tout, cet appel à projet, ça a regroupé
plus de 50 acteurs de santé qui ont été mobilisés sur 7 des 13 départements de la région Occitanie. C'est-à-dire que finalement, on a pu avoir une couverture très large de cet appel à projet. Au niveau des entreprises régionales, ce sont 18 entreprises régionales qui ont elles-mêmes été mobilisées et participé à ce projet, ainsi que 3 laboratoires de recherche, bien sûr, sans qui ces laboratoires de recherche, l'innovation n'aurait aucun sens et n'existerait pas tout simplement. Je peux passer à la diapositive. Quelques secondes de suspense. Avant de vous présenter finalement les 3 projets lauréats, il n'y a pas d'ordre particulier. Je n'ai pas parlé d'argent parce que ce n'est pas l'essentiel dans cet appel à projet, mais ce n'est néanmoins important. Je rappelle quand même que l'agence a mobilisé un financement de 550 000 € sur les 2 années qui viennent pour accompagner ces projets. C'est un effort pour nous exceptionnel, tout à fait essentiel pour porter, encore une fois, l'innovation au cœur de la réalité de la prise en charge des personnes fragiles de notre belle région. Donc ces 3 projets, je ne vais pas les présenter en détail puisque chaque équipe aura l'occasion devant vous de vous le présenter, de répondre à travers le chat aux différentes questions qui seront posées. Il y a un temps, je crois, d'échange prévu à chaque fois. Insister sur le fait, comme vous le voyez à l'écran, qu'il s'adresse à chaque fois à des populations et des publics fragiles, qu'ils soient des personnes âgées, des adolescents en difficulté. Donc 3 projets, un projet Small EHPAD, donc qui est plutôt sur les troubles de la déglutition de la personne âgée. Un deuxième projet dit Maurice, qui a pour but donc d'accompagner en continu les personnes en difficulté sur certains parcours. Là aussi, je fais un petit peu de teasing, je les laisserai présenter ces particularités. Et puis, on reviendra à la personne âgée à travers la mise en place d'un outil d'entraînement cognitif, au départ sur les cérébrolésés, parfaitement adapté sur les personnes qui ont des troubles cognitifs, quelle que soit leur origine. Donc, ces différents projets vont désormais vous être présentés. Merci beaucoup, merci Jean-Jacques. Donc on va avoir un petit changement d'intervenant sur le plateau. Pendant ce changement, nous allons donc accueillir les personnes qui vont nous présenter, les membres du consortium du projet Cognition Interséance, j'espère que je le dis bien, vous aurez l'occasion de rectifier si jamais ça n'est pas le cas, qui est un projet de développement de mode d'entraînement cognitif interséance, donc entre des séances avec le thérapeute, pour des personnes âgées qui vivent à domicile avec des déficiences dégénératives de niveau varié. Les membres du consortium sont le CHIC Castres-Mazamet, qui va être représenté par le docteur Marie-Noëlle Cuffy, donc gériatre et présidente de CME au CHIC Castres-Mazamet. Voilà, nous les accueillons pendant ce temps-là sur le plateau. Par l'association Âge sans frontières, une association, un organisme gestionnaire d'EHPAD et d'autres ESMS, représentée par M. William Buzen, directeur d'EHPAD, et par la société Covirtua Healthcare, représentée par Mme Lisa Quillon-Dupré, qui est sa directrice scientifique. Nous sommes sur, comme l'a dit Jean-Jacques, une population cible de personnes âgées qui vit à domicile avec des déficiences dégénératives. Et David, je vous laisse peut-être présenter ce qui a retenu l'attention des jurés de notre comité d'expertise notamment concernant ce projet, ce qui fait qu'il a été sélectionné aujourd'hui. Alors merci Jérôme, donc bienvenue, félicitations. 3 petits points. Le premier point technique, vous avez toute possibilité de poser vos questions sur le chat tout au long du décours de la présentation. Et n'hésitez pas à le faire et on reprendra ensuite en direct les questions que vous avez posées. Le deuxième point, merci Jérôme, c'est que ce comité d'experts indépendants hors région, comme l'a souligné Jean-Jacques Morfois, est un comité de personnalités qui ont très gentiment répondu favorablement à notre demande. Et il y a, pour votre information, un expert digital et technologie d'un très grand laboratoire de recherche national, une experte sociologue spécialiste de la co-construction avec les usagers et enfin, une patiente partenaire sur le champ du handicap. Donc vous le voyez, tant sur la personne âgée que sur le handicap, nous avons couvert l'étendue de l'appel à projet. Ces experts se sont réunis, on leur a donné toute latitude pour pouvoir recevoir les 16
dossiers au départ, et ensuite les 18 dossiers au départ, et ensuite ils ont évalué de manière tout à fait anonyme, indépendante, ils ont évalué ces dossiers pour en sélectionner 6. Ces 6 dossiers éligibles sont ensuite passés dans les fourches codines d'audition pour pouvoir permettre de sélectionner en définitive, et je vous renouvelle toutes mes félicitations, 3 dossiers. Répondre à 2 exigences de l'ARS, d'une part bien sûr de pouvoir travailler sur une technologie qui soit une technologie, une solution fiable, et la deuxième, que ça puisse répondre bien sûr aux enjeux du patient et apporter une solution vraiment pérenne et efficace. Donc concrètement, et maintenant on va entrer sur les points forts qui ont été soulignés sur votre projet, mesdames, messieurs, c'est de dire qu'il a été noté que c'est un projet pertinent quand on sait la continuité de l'activité cognitive qui est primordiale pour maintenir les capacités de la personne âgée. Le deuxième point, c'est que votre projet répond aux problématiques d'inégalité territoriale d'accès aux soins, notamment pour les patients à domicile atteints d'Alzheimer. Et enfin, que c'est un véritable avantage de pouvoir adapter et personnaliser votre outil en fonction des besoins et des résultats de la personne. Donc maintenant, il vous appartient, on va vous laisser avec Jérôme, de nous présenter en 15 minutes, durant lesquelles les internautes pourront, je le répète, poser leurs questions, de nous présenter votre projet. Merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre la petite zapette, c'est vous qui passez les diapositives, c'est votre moment. Merci. Bonjour à tous, je suis le docteur Marie-Noëlle Cuffy, je suis gériatre au CHIC Castres-Mazamet. J'anime une filière de soins gériatriques et je suis chargée au nom du consortium d'introduire la présentation de ce projet de stimulation cognitive interséance à l'adresse des personnes âgées ayant une plainte cognitive, mnésique ou une maladie neurodégénérative à des stades variés. Le consortium associe le CHU de Toulouse avec notamment la représentation du Dr Humeau et des services de gérontotechnologie, le CHIC Castres-Mazamet qui a une filière de soins gériatriques assez développée dans le sud du Tarn, l'association Âge sans frontières dont M. Buzen parlera plus précisément un petit peu plus loin, et la société Covirtua Healthcare qui se charge de développer le logiciel. J'en profite, avant d'aller plus loin, pour remercier l'ARS Occitanie qui nous a donné l'opportunité de présenter ce projet et en étant lauréat de pouvoir le développer. C'est un projet qui nous tient à cœur parce que le sud du Tarn est une région rurale où l'accès aux soins, notamment de stimulation cognitive, d'orthophonie, n'est pas très aisé, où les gens ont une mobilité parfois limitée. Et en termes de continuité, et on l'a vu, la crise Covid nous l'a démontré, s'il fallait le faire, que des ruptures de soins sont assez importantes. Donc ce projet nous tient à cœur pour l'accès aux soins de stimulation. C'est dans les consultations mémoire une plainte très fréquente et un besoin des usagers très important. La continuité, on en a parlé, et aussi de coordination des soins. Ce logiciel, je pense, nous permettra d'adapter singulièrement les prises en charge. Un aspect qui est très important sur lequel nous voulions aussi insister, c'est que nous allons d'emblée associer les usagers. C'est un logiciel qui va être élaboré pour eux, avec eux, afin de pouvoir ensuite éventuellement le développer. Merci. Donc le logiciel que nous proposons, qui s'appelle Covirtua Cognition, nous semble en mesure de relever les 3 défis qui sont évoqués par le Dr Cuffy. En effet, ce logiciel propose 2 types d'exercices. Des exercices analytiques qui sont simplement une application, une informatisation des exercices de rééducation traditionnels, mais également il inclut des exercices fonctionnels qui sont des simulations d'environnement virtuel d'activités de vie quotidienne, permettant ainsi de répondre à des contraintes que rencontrent les professionnels quand ils veulent travailler ces activités de vie quotidienne. Il favorise également la coordination parce qu'il permet une gestion multipraticiens, donc une interface commune pour des thérapeutes de spécialités différentes. Et il a également le potentiel, non encore exploité, d'être utilisé à distance.
Le projet du consortium est de développer une adaptation de ce logiciel qui aujourd'hui est utilisé en séance en présence du thérapeute. Notre projet est de développer un mode interséance qui permettra au thérapeute de programmer une série d'exercices au niveau de difficulté adaptés au patient. Exercices que le patient pourra ensuite travailler à domicile, à son rythme et selon les contraintes familiales auxquelles il peut être exposé. Le thérapeute recevra, bien sûr, dans l'historique des patients, les performances de son patient. Le projet nécessitera donc de différentes adaptations. Comme on le voit en comparant le mode en séance et interséance, de nombreuses tâches sont aujourd'hui gérées par le thérapeute. Il y a très peu d'automatisation. Seuls quelques exercices ont une validation automatique des réponses. Le mode interséance va nécessiter d'adapter les consignes, de s'assurer que les consignes sont bien comprises par le patient, de façon automatique, sans intervention du thérapeute. Il va falloir également travailler sur la modalité de saisie des réponses. Est-ce que le patient va toucher l'écran? Est-ce que le patient va devoir parler? Et la validation des réponses devra être automatisée, tout en prévoyant un mode de sécurité qui intégrera la fréquence des erreurs afin de favoriser, afin d'éviter toute mise en échec du patient et surtout afin que le thérapeute ait des notifications des performances de son patient. Il faudra également prévoir de travailler avec les différents usagers la question de la gestion des erreurs. Que se passe-t-il s'il y a une erreur? Comment le patient est accompagné pour réaliser ces exercices? Ceci donc représente les différents objectifs qui vont être conduits dans ce projet, qui vont être poursuivis dans ce projet. Pour mener à bien ce projet, nous avons réuni des partenaires experts à la fois de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie et également experts de l'utilisation des technologies par les personnes plus âgées. Ces partenaires ont par ailleurs eu l'occasion de collaborer sur différents projets. Et c'est la première fois par contre que nous serons réunis tous les 4. Covirtua va mobiliser 4 de ces professionnels pour coordonner le projet, mais également pour mettre à disposition ses expertises en ergonomie, en développement et également en sciences fondamentales. Tandis que les partenaires de terrain mettront à disposition leurs équipes médicales, mais également impliqueront leurs patients ainsi que leurs proches aidants, familiaux ou professionnels. Nous distinguons 2 grandes phases dans ce projet. Une première phase qui est une phase de mise au point du projet, phase dans laquelle sera impliqué principalement le CHU et qui aura pour fonction d'identifier les besoins afin d'adapter l'existant au mode interséance visé. Des tests protocolisés permettront de tester le prototype issu de cette analyse des besoins. Nous serons ici en mode contrôlé. Ce sont des tests qui seront réalisés grâce au laboratoire de gérontechnologie La Grave du CHU de Toulouse. Ensuite, 6 couples orthophonistes patients seront associés pour tester de façon itérative autant de fois que nécessaire pour arriver à une version opérationnelle du dispositif. Une fois cette version opérationnelle du dispositif disponible, ce que nous espérons avoir au bout de 12 mois, nous passerons à la phase donc, de mise en situation réelle pour une étude d'utilisabilité dans le Tarn. Et je passe la main donc, au docteur Cuffy pour présenter un peu plus cette partie. Donc, une fois le produit stabilisé, il sera utilisé dans la vraie vie, donc dans une filière de soins gériatriques d'un département rural, avec une consultation mémoire, des thérapeutes, un suivi qui est traditionnel et qui s'enrichira là d'un outil qui nous permettra de suivre en interséance la progression ou la régression des performances des personnes âgées, en incluant, comme vous le disiez tout à l'heure, les aidants, notamment dans la dimension éventuellement échec et acceptabilité, pour pouvoir vraiment faire des programmes sur mesure
adaptées, quasiment en temps réel, avec de la part du thérapeute en télésuivi des données qui lui permettront d'adapter la prise en charge. Donc, dans la cohorte de patients que nous allons suivre, il y a des patients qui sont issus du domicile traditionnel et des patients qui seront issus des maisons partagées, qui est un concept qui a été développé par l'association Âge sans frontières, dont je vais présenter brièvement. Donc, le concept de maison partagée est né en 2009. Il s'agit d'un concept unique qui s'adresse à des personnes âgées fragilisées, c'est-à-dire qui ont un niveau de dépendance qui est entre le maintien à domicile et entre une entrée en institution. Et donc, les maisons partagées se posent en tant que véritable structure d'accueil alternative aux institutions historiques existantes. Leur originalité de ces maisons partagées réside dans le fait de faire vivre au sein d'une même personne des personnes âgées dans un espace à la fois privatif, donc des chambres, et un espace commun, la salle à manger, un salon. Donc, plus concrètement, l'implication des maisons partagées au sein de ce projet va se situer à différents niveaux. Donc, l'association Âge sans frontières va participer à la rédaction de protocoles liés à la méthodologie, les protocoles expérimentaux. Et également, elle sera le lieu de participation privilégié dans la phase de test sur 6 mois qu'a présenté le docteur Cuffy. Le point fort de la participation des maisons partagées, c'est qu'au sein des maisons partagées, vous avez une gouvernante qui est présente quotidiennement, tous les jours, et qui sera présente pour stimuler les résidents à raison de 2 heures par semaine pendant 24 semaines pour utiliser la tablette et pour s'assurer du suivi de la tablette. En revanche, ces personnes-là ne seront pas des thérapeutes, elles vont simplement simuler la figure de l'aidant. Ensuite, en ce qui concerne les forces et faiblesses du projet, nous en avons identifié plusieurs. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne les forces, nous avons une équipe qui est complémentaire. Nous avons élaboré déjà par le passé de nombreux partenariats, avec des partenaires qui ont des expertises très diverses, que ce soit dans la recherche, dans le médical, dans la gestion de structures sanitaires médico-sociales ou dans la pratique terrain, que ce soit avec des orthophonistes, des médecins, des neuropsychologues. Nous nous basons sur un produit qui est existant, qui est le logiciel de rééducation Covirtua, qui est utilisé au quotidien dans la rééducation par différents types de thérapeutes, qui a porté ses fruits, qui fonctionne très bien au quotidien. Donc c'est un outil dans lequel nous avons confiance et qui sera vraiment un atout majeur dans le développement du projet. Nous avons encore quelques réflexions concernant le modèle économique qui reste à éprouver, puisqu'il y aura une participation des usagers, mais à la fois nous n'avons pas encore d'informations concernant la participation des mutuelles ou encore de la CPAM. Enfin, nous pouvons relever une petite faiblesse, mais que nous allons contrecarrer. Donc, le fait que les sites géographiques soient assez éloignés, donc Toulouse, Castres, va être géré par une coordination approfondie. Et également, il y aura une coordination toute particulière entre le CHIC et les maisons partagées qui se situent l'un de l'autre à environ une dizaine de minutes. En externe, ce que l'on peut évoquer comme point positif, c'est un contexte favorable à la rééducation à distance, d'autant plus dans ce contexte de crise sanitaire. Et également, le fait de s'inscrire complètement dans les axes de ma santé 2022, notamment d'utiliser les outils numériques pour révolutionner l'accompagnement des personnes et notamment la rééducation des personnes à domicile. Enfin, un écueil pourrait être la disparité de l'accessibilité au numérique, puisque nous savons qu'en France, l'ensemble des citoyens n'ont pas forcément accès de manière homogène au numérique. Donc finalement, les retombées attendues sont le fait de pouvoir développer un outil de remédiation cognitive complet qui soit validé, multipraticien, donc qui permette aux différents praticiens de se coordonner, qu'ils soient hospitaliers ou alors qu'ils interviennent en libéral, qui soient utilisables partout en France et également qui puissent bénéficier à l'ensemble donc des usagers. Un point important, c'est également le fait que Covirtua soit en lien avec différents opérateurs afin d'envisager, Covirtua anticipe déjà
l'intégration de l'outil sur des plateformes de télésoins qui verront prochainement le jour. Enfin, les retombées attendues se traduisent par une gestion des déserts rééducatifs. Donc là où il y a peu de rééducateurs, les personnes pourront, à distance et à domicile, effectuer leur rééducation à leur rythme, donc s'approprier la rééducation. Et nous espérons ainsi assurer une continuité de la prise en charge rééducative des troubles cognitifs. Et donc les retombées à terme des patients, nous l'espérons, seront un maintien de leur capacité cognitive, un maintien de leur indépendance ou un accroissement de leur indépendance, une amélioration de leur qualité de vie et le fait de pouvoir différer l'institutionnalisation. Voilà, je laisse le mot de la fin à Madame Quillon. Merci beaucoup. Donc nous sommes très enthousiastes à l'idée de pouvoir conduire ce projet et nous considérons que une de ses forces, c'est d'impliquer d'emblée l'ensemble des usagers de l'analyse des besoins, dans laquelle seront impliqués à la fois les thérapeutes, mais également les patients et leurs proches aidants. Mais ne pas se cantonner à une évaluation ou une expérimentation en milieu contrôlé, d'aller jusqu'à la mise en situation réelle et sur une durée relativement longue, quand même 6 mois, qui nous permettra d'avoir des retours sur l'utilisation et ainsi de contribuer à la pérennité du produit et de son utilisation à l'issue du projet. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Alors nous allons rentrer dans la phase de questions-réponses, donc gardez le micro, vous allez pouvoir vous le faire passer si nécessaire. Je rappelle donc à tous les téléspectateurs, internautes, puisque nous sommes diffusés en direct sur Internet, qu'ils peuvent poser leurs questions sur le chat, modéré par Audrey Cassin. Et nous avons d'ailleurs une première question, une question de M. Jean-François Bouscarin, président de l'URPS infirmier, qui est une question concernant le fait de savoir si cet outil va rester, on va dire, dans le giron des établissements et structures médico-sociales, ou bien est-il prévu, à terme, qu'il se développe à domicile? Si oui, comment les patients seront alors recrutés? Est-ce que vous avez des éléments de réponse sur ce sujet-là? Alors, je peux parler pour l'expérimentation de notre bassin de santé, où nous sommes en relation avec les infirmières formées à la fragilité. Nous sommes en relation avec les CPTS et MSP qui ne sont pas encore organisés en CPTS. Nous avons déjà l'habitude de travailler en collaboration et justement, je pense que cet outil va permettre une intégration de tous dans la filière. C'est l'objectif. Il n'est pas question de le cantonner au milieu hospitalier ni aux établissements sociaux et médico-sociaux. Il s'agit bien d'améliorer l'accès et de coordonner avec le domicile. D'accord, donc effectivement, c'est prévu dès cette première phase pour répondre à M. Bouscarin, mais c'est quelque chose qui, là on est vraiment dans la phase de vérification de l'utilisabilité au regard des évolutions prévues, puis c'est certainement une perspective très rapidement après. Madame je voudrais juste compléter que par rapport aux maisons partagées, le personnel médical qui intervient ou paramédical qui intervient relève en fait pas nécessairement d'établissement. Ça peut être le médecin traitant ou l'orthophoniste libéral, etc. Donc ils sont, je dirais, ces personnels sont déjà inclus dans le projet. La maison partagée, finalement, c'est la première manière de recruter les patients dans cette phase-là. Puis, effectivement, après, on peut en imaginer d'autres. J'ai peut-être une petite question juste complémentaire, mais vous pourrez revenir dessus. Les aidants, vous avez parlé des aidants. Vous avez dit d'ailleurs que la gouvernante, si j'ai bien repéré le terme employé, simulait l'aidant dans la phase de test. J'imagine qu'après, l'idée, c'est vraiment d'aller vers les aidants, notamment au domicile. En fait, ça répond d'une certaine manière, le fait que vous souhaitiez simuler l'aidant, sur le fait que ça va aller au domicile à un moment donné. Alors, il y aura effectivement les deux dimensions. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes à domicile qui seront accompagnées avec leurs aidants. Les aidants font partie intégrante du projet. Et ensuite, dans les maisons partagées, il y a la gouvernante, mais il y a également les familles. C'est-à-dire que l'entrée de la maison est libre. C'est une maison classique. On est hors du secteur médico-social conventionnel. On est dans le secteur conventionnel, mais privé. Et donc, les aidants auront toute leur part. Et également, nous attendrons et nous serons attentifs à leurs observations et leur analyse de l'outil. Et ils feront également partie d'un comité de pilotage pour analyser le fonctionnement de l'outil, pour nous aider à l'améliorer.
Parfait, merci beaucoup. David, d'autres questions? Alors, une autre question qui vient d'arriver de la part de Geoffrey Dessy, pôle autonomie santé, et je vais vous la lire. Cette question, c'est de quel matériel a-t-on besoin, premièrement? La deuxième, alors dans les matériels, tablettes, ordinateurs, casques, et ensuite, durant l'expérimentation, mais puis après, qui prend en charge ce matériel, achat, location? Est-ce qu'il y a des financements envisagés? Mais je reprendrai les questions au fur et à mesure. Je vous en prie, madame. Bien sûr, donc c'est effectivement une très bonne question essentielle pour la pérennité du projet. Donc pour répondre sur les aspects simplement matériels, le logiciel fonctionne aujourd'hui en séance sur 2 appareils. Un appareil, donc ordinateur, qui est dédié au thérapeute, qui lui permet de paramétrer ses exercices. Et pour le patient, cela peut fonctionner sur ordinateur, tablette ou pour les activités fonctionnelles et également en réalité virtuelle, sur un casque. L'usage que nous avons pour l'instant, les retours utilisateurs que nous avons montrent que du côté du patient, c'est essentiellement utilisé sur tablette. La tablette étant un outil qui est plus facile d'accès pour des personnes qui n'auraient jamais eu d'utilisation de l'informatique au préalable. Donc je pense que l'outil à cibler est plutôt la tablette. Pour ce qui est du financement, nous avons d'ores et déjà commencé à explorer la possibilité du remboursement. Donc nous avons une étude qui devrait débuter la fin 2020, début 2021, qui va inclure des indicateurs socio-économiques pour pouvoir répondre aux exigences qui conduisent au financement par la CPAM. Et nous espérons qu'avec une étude comme ça qui aura impliqué suffisamment plus d'une trentaine de participants et également d'autres projets qui sont en cours qui vont mobiliser potentiellement un grand nombre de participants, on pourra à ce moment-là s'adresser effectivement aux mutuelles, sachant que le projet est vu, nous, comme un préalable à une étude clinique qui permettra de confirmer son efficacité. Et sans argument dont on a besoin pour pouvoir s'adresser aux mutuelles. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vois qu'on a une autre question de Jean-François Bouscarin, que le sujet, visiblement, le sujet retient son attention. Concernant le sujet des inégalités sociales, ne pensez-vous pas que la tablette, l'industrialisation des soins, alors je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière le terme, va renforcer les inégalités sociales déjà très prégnantes dans d'autres régions? Alors justement, c'est normalement l'objectif de ne pas les creuser dans cet appel à projet. Que mettrez-vous en place pour réduire cette fracture identifiable dès la genèse du projet? Vous avez des éléments de réponse? Bon, la tablette, déjà, ce qu'on peut répondre à M. Bouscarin, c'est que notamment à travers des plans de type SMS numérique qui arrivent et l'effort important qui est fait sur le numérique en santé au niveau national, la tablette, on espère que ça ne va pas être un élément de discrimination trop fort. En tout cas, sur l'aspect effectivement technologique, ça nécessite un réseau sans fil, bien évidemment. La partie industrialisation des soins, est-ce que vous avez quelque chose sur cette partie-là, notamment donc, le fait donc, de poursuivre le soin entre deux séances, puisque c'est l'objet du projet? Je ne sais pas si le docteur Cuvier... Moi, je le vois plutôt comme un aspect positif, puisqu'il y aura une stimulation avec un télésuivi, une adaptation, encore une fois, une adaptation au plus près des capacités de la personne, et dans un territoire où, chez nous, les orthophonistes qui se rendent à domicile sont peu nombreux, et des personnes âgées qui auraient besoin de stimulation, finalement, nous demandent où s'adresser, comment faire. Et donc, pour moi, la solution qu'on va tester... alors, je sais pas, je la qualifierais pas d'industrialisation, mais c'est plutôt de l'accessibilité et du suivi qu'on recherche. Voilà, vous cherchez à repeupler ce désert rééducatif. Oui, à aucun moment la solution n'envisage ou n'anticipe de se positionner à la place du thérapeute. On est vraiment toujours sous la supervision d'un thérapeute, il y a toujours un encadrement du professionnel de santé. Très bien. Alors, merci beaucoup. Une autre question. Comment intervient l'association Âge sans frontières dans le projet? Alors bon, je pense qu'on y a répondu un petit peu pendant la présentation. Je vais essayer de développer ce point-là. Donc, au sein de l'association, nous avons des gouvernantes. La gouvernante, je l'ai succinctement mentionné, pardon. C'est une personne qui a pour mission de faire vivre la maison de retraite.
pas la maison de retraite, de faire vivre la maison partagée, lapsus. Cette personne-là fait en sorte que les résidents au quotidien effectuent les tâches du quotidien tous ensemble, et elle aura pour objectif de les stimuler, de stimuler ces personnes-là, donc d'être un aidant, de simuler l'aidant, de faire comme s'il y avait un aidant qui était présent en permanence. Cette personne-là sera bien évidemment formée et associée au projet. Donc, elle aura l'avantage d'être ni trop intrusive, comme pourraient parfois l'être certains aidants, ni de se positionner en tant que thérapeute. Donc, quelque part, elle se situe à une juste distance. Elle reste neutre. Et ça, c'est quelque chose que nous avons besoin de contrôler pendant notre étude. Et ensuite, je ne l'ai pas mentionné lors de la présentation, il y aura également une neuropsychologue qui travaille au sein d'Âge sans frontières, qui sera présente pour aider au développement de l'outil, puisqu'elle utilise déjà son outil dans sa pratique professionnelle, pour rédiger différents documents, notamment liés au consentement, notamment liés à la procédure que nous allons mettre en place avec les résidents ou les patients. Et ensuite, elle analysera avec l'ensemble des professionnels, des orthophonistes qui vont participer, des médecins, des aidants. Elle va analyser l'utilisation de la tablette et voir notamment quelles seraient les améliorations que nous pourrions mettre en place justement pour à terme mener cette étude biomédicale et de s'assurer que lorsque l'on mènera l'étude biomédicale, on aura un outil qui sera abouti. Un très grand merci pour cette présentation, pour ces réponses appropriées. Toutes nos félicitations renouvelées et on souhaite maintenant longue vie à ce projet. Et bien sûr, je sais que l'ARS sera très présente à vos côtés et attentive aux difficultés que vous rencontrerez et à la façon que vous aurez d'aborder ces difficultés et de développer les grands enjeux et les promesses que vous nous faites aujourd'hui. Donc, bon vent à cette équipe et à ce projet. Merci beaucoup pour votre présentation et à très bientôt. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous allons donc basculer vers le second projet lauréat. Alors, je dis second, mais je rappelle qu'il n'y a pas de hiérarchie parmi ces projets. Donc, les 3 projets sont des projets lauréats, sont positionnés par l'Agence régionale de santé à la même enseigne. Là, nous allons recevoir le consortium porteur du projet Maurice. Maurice pour mon application utile pour mes rendez-vous et mon information pour mes soins en santé mentale. Il s'agit du développement d'un compagnon numérique qui permet la continuité des parcours de soins pour certains publics, des publics de personnes atteintes de troubles de l'interaction sociale ou de troubles de la personnalité émotionnellement labile, qu'on appelle les TPEL, avec risque d'addiction. Les membres du consortium sont le CHUD Toulouse, représenté aujourd'hui lors de la présentation par le docteur Juliette Salle, médecin psychiatre. Le centre de ressources autisme Midi-Pyrénées, représenté par le docteur Chloé Wallace, médecin psychiatre. L'entreprise Bot Design, représentée par son coprésident, M. Jean-Louis Fraisse. Le CHS Gérard Marchand, l'association AGAPI et l'association Sésame Autisme. Je précise que nous n'avions la possibilité de recevoir en plateau que 3 intervenants. C'est pourquoi 3 membres seulement de ce consortium seront présents avec nous. Tout de suite, il s'installe en ce moment. David. Alors, on vous accueille avec beaucoup de plaisir. Je vous invite à vous mettre autour de la table. Donc, les points forts, je réitère mes propos. Comité d'experts indépendants, comprenant un technologue, praticien, et enfin patient, usager. Vous avez été choisi à la fin et les points forts qui ont été retenus, c'est un projet à fort potentiel en matière de cible de population, un avantage thérapeutique pour accompagner et soutenir la personne dans toutes les étapes de son parcours, la préparation des rendez-vous, les explications de modalités de sa prise en charge, l'éducation thérapeutique entre autres, et enfin, c'est un projet qui met l'accent sur la co-construction avec les usagers. Eh bien, comme pour le projet précédent, mesdames, messieurs, vous avez 15 minutes pour nous présenter ce très beau projet et ensuite nous aurons droit à une session de questions-réponses. Je réitère à l'usage de tous les internautes qui nous suivent, merci de bien vouloir profiter de ce chat pour poser vos questions comme cela a été fait pour le précédent projet et nous nous ferons le relais de vos expressions. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, c'est à vous.
Bonjour, merci pour cette invitation à présenter notre projet. Notre projet Maurice, qui au-delà d'un prénom est aussi un acronyme, mon application utile pour mes rendez-vous, mon information pour mes soins en santé mentale. Les participants à la présentation ont déjà été présentés. Ce projet est le fruit d'un consortium qui est composé du centre hospitalier Gérard Marchand, représenté par le docteur Julien Billard et monsieur Anthony Vendriès, du centre ressources de l'autisme et de la GAPI, représenté par le docteur Chloé Valac, de l'association Sésame Autisme, représentée par madame Karine Routaboul, du CHU de Toulouse, représenté par le docteur Antoine Stocker, le docteur France Lafis, madame Michel Witz, l'Innov Pôle Santé et moi-même, et de la société Bot Design, représentée par monsieur Jean-Louis Fraisse. Maurice est une application, c'est un compagnon numérique, ce qui le différencie d'un outil de télésurveillance, c'est-à-dire que c'est le patient qui, en autonomie, va pouvoir interagir avec la structure de soins à son initiative. C'est un outil qui a été labellisé médicalement, c'est-à-dire il répond aussi à un besoin de santé au niveau de l'interaction sociale. Je vais vous expliquer ce qu'on entend par les troubles de l'interaction sociale. Quand vous êtes dans un contexte social, vous avez besoin de mettre en place des compétences sociales pour comprendre votre environnement et interagir avec lui. Dans certaines pathologies, il y a une difficulté de ce qu'on appelle les cognitions sociales, c'est-à-dire la capacité à reconnaître les émotions de l'autre et à pouvoir interagir avec lui. Un exemple, si vous vous rendez dans une salle de consultation au moment d'un rendez-vous médical, que la secrétaire est un peu tendue parce qu'elle est stressée, qu'elle a beaucoup de travail et que vous interprétez mal cette émotion et que vous pensez qu'elle est en colère contre vous, ça va limiter l'accès au rendez-vous, aux soins, et ça va limiter le fait de vouloir retourner en consultation. Également, il y a des situations sociales qu'il faut reconnaître. Quand on est dans un cabinet de consultation, il va falloir patienter dans une salle d'attente où peut-être il y aura d'autres personnes avec qui on aura envie ou pas d'interagir. Et tout ça, qui sont des choses dont nous ne nous rendons pas compte au quotidien, peuvent être des freins en fait, à l'accès aux soins pour des gens qui ont des difficultés de cognition sociale. Qui plus est, une fois qu'on est en interaction avec quelqu'un, on a une phase d'habituation à l'interaction. On va pouvoir nouer une relation de confiance, notamment dans un suivi thérapeutique, ce qui va faire un engagement aux soins et la propension à changer aussi son comportement. C'est ce qu'on vise lors des soins sur le handicap mental et le handicap psychique. Quand on a un trouble de l'habituation sociale, on va avoir du mal à faire diminuer son niveau de stress au fur et à mesure de l'interaction, on va avoir du mal à s'engager dans les soins, on va avoir des ruptures de parcours. Deux pathologies peuvent modéliser ces troubles d'interaction sociale. D'un côté, l'autisme, qui est un handicap mental, dans lequel on a principalement un déficit des cognitions sociales. De l'autre côté, l'addiction avec une personnalité émotionnellement labile, c'est-à-dire des gens qui ont eu des carences dans l'apprentissage des relations parce qu'ils ont des parcours chaotiques, parce qu'ils ont eu des traumatismes précoces et qui vont développer des addictions pour également canaliser leurs émotions. Nous avons donc conçu un compagnon pour aider à compenser le trouble des interactions sociales et favoriser l'accès aux soins. L'objectif, c'est de rassurer les patients et les aidants, faciliter les interactions entre les patients et les structures de soins, créer des conditions plus favorables d'engagement et limiter les ruptures pour passer de « j'ai peur de cette consultation, j'ai peur du suivi, je ne comprends rien » à « c'est bon, j'ai les clés pour mon suivi, donc j'y vais ». On avait d'abord évalué les besoins. On s'est rendu compte qu'il y avait des besoins surtout au moment de l'initiation des soins, c'est-à-dire la rencontre en fait avec la structure de soins, où il y a besoin d'un niveau de prévisibilité pour arriver à compenser le défaut de cognition sociale, une meilleure explication en amont de la consultation, qui va se retrouver dans l'autisme avec un besoin surtout de pouvoir anticiper visuellement ce qui va se passer et au niveau temporel, mais également dans l'addiction avec les personnalités labiles, où il va y avoir besoin de savoir un peu comment va se passer la consultation et qu'est-ce qui va être attendu dans cette consultation pour limiter la barrière au traitement. Et ensuite, entre deux consultations, pour favoriser une intensité de lien, une bonne interaction avec la structure et pouvoir nouer un lien de confiance. Donc, on est arrivé à la conclusion sur les besoins qu'on avait finalement pour ces deux pathologies un socle de besoins communs
ce qui nous a permis de dessiner un projet global pour les deux pathologies, mais avec des différences en fait, qu'on a maquettées sur ces vignettes, avec des interfaces qui vont différer selon les pathologies, puisque sur l'addiction, on va avoir à la fois un reporting des consommations avec un journal de bord, mais les outils de messagerie pour pouvoir interagir avec les soignants, les agendas, une to-do list, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire entre les consultations. C'est des outils qui peuvent être après repris dans l'espace du soin. Et avant la consultation, on va avoir des outils aussi de psychoéducation pour expliquer un peu quelle va être la teneur du soin, qu'est-ce qui va être attendu pour limiter le stress en lien avec cette nouvelle rencontre. Alors, côté autisme, comme vous le voyez, le compagnon, il faut une cohérence visuelle avec le compagnon côté addiction. Là encore, on a 2 temps. Le compagnon, au moment de la consultation, ou juste avant, permet la création d'une séquence visuelle qui permet au patient d'avoir une prévisibilité sur les différentes étapes du soin. Et entre les 2 consultations, le patient a accès à un certain nombre de ressources, comme la messagerie ou la téléconsultation. Alors, notre objectif dans ce projet est de mettre à disposition des patients et de leurs aidants le maximum de visuels de lieux de soins possibles. Et pour ça, on va avoir besoin d'avoir le maximum de professionnels de santé inscrits dans la base de données possible. Donc là, on vous a présenté les interfaces côté patient usager, côté professionnel. Une interface qui va faire remonter en fait les messages envoyés par le patient, mais également aussi pour ce qui concerne la dictologie, les consommations, si le patient le souhaite. Encore une fois, c'est un compagnon, donc les choses sont à l'initiative du patient et qui va pouvoir permettre d'engager un dialogue en synchrone ou en asynchrone avec les patients, mais également de créer un petit réseau de soins avec les professionnels qui sont aussi impliqués dans la prise en charge, par exemple l'infirmière libérale si elle le souhaite, pour pouvoir suivre le parcours et échanger des documents. Peut-être ajouter en synthèse que ces vignettes ont été construites aussi avec les usagers qui ont été interviewés pour la construction du cahier des charges. Alors, quelques éléments sur l'innovation, avec une innovation d'usage et une innovation technologique. Alors, en termes d'usage, on l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'un compagnon numérique médicalisé, ce qui est absolument tout à fait nouveau sur le marché, avec un environnement distinct en fonction du handicap dont on parlait tout à l'heure. Il va aider à faire plusieurs choses, préparer les consultations médicales et ou médico-sociales. Il va permettre de conserver un lien virtuel entre les soignants et les patients, entre 2 consultations, entre 2 rencontres. Et surtout, il va éviter les ruptures de soins, ce qui va aussi nécessiter de réorganiser dans un certain nombre de cas les process, mais la réorganisation devrait être limitée. En ce qui concerne l'innovation technologique, on va adapter des solutions qu'on déploie déjà au CHU de Toulouse et qui ont été soutenues par l'ARS sur les 2 pathologies modélisantes dont on parlait tout à l'heure. Ça va demander bien sûr de développer des algorithmes médicaux spécifiques avec des technologies adaptées aux capacités cognitives des personnes qui vont utiliser ces solutions. Et entre autres, on va utiliser la technologie d'une autre société qui s'appelle Elpicto normalement, pour mettre en situation des solutions avec des pictogrammes, donc tout à fait spécifiques. On est parti d'une solution de maturité technologique qui est aujourd'hui entre 6 et 7 pour arriver à une maturité technologique d'un TRL aux alentours de 8 ou un petit peu plus. Alors, le modèle médico-économique, l'outil, une fois qu'il sera développé et prouvé, on va en reparler tout à l'heure, sera proposé aux établissements de soins et ou médico-sociaux qui s'occupent des personnes concernées, ce qui fait un potentiel de 11 000 établissements médico-sociaux et 2 900 centres d'addictologie, avec un coût de licence qui pourrait se situer autour de 139 € par professionnel de santé et par mois, avec l'idée que le modèle économique doit faire que on regagne une perte de consultation et donc avec un coût individuel pour le patient aux alentours de 16,68 €, alors qu'une
perte de consultation annuelle se situerait autour de 40 €. Donc on voit que le retour sur investissement est évident. En termes de planning prévisionnel du projet, on va passer rapidement. On a toute une phase de co-conception qui a déjà démarré et qui va se poursuivre. Une phase de développement, bien sûr, technologique pur. Et ensuite, un certain nombre de tests et d'allers-retours avec les usagers, puisque on sait bien que la première application qu'on va livrer sera pas forcément la bonne et on va être amené à la corriger et à l'adapter. Alors, on voulait souligner que Maurice est un projet en cohérence avec plusieurs choses. D'abord, les impératifs du territoire. On a 2 GHT qui sont impliqués dans le projet. On a toute la communauté psychiatrique de territoire et on a surtout les associations de patients. Au niveau régional, le projet va s'inclure dans la politique régionale de santé qui accompagne la personne pour lui permettre d'être plus actrice de sa santé, améliorer l'organisation des services de santé en renforçant l'accessibilité des personnes, on l'a dit, et bien sûr, renforcer la coordination des acteurs pour une prise en charge adaptée. Au niveau national, notre application, l'ambition, c'est qu'elle soit déployée dans l'espace numérique de santé, dans le store patient ou dans le store professionnel de santé, de manière à être utilisée et de façon aussi à faire progresser la prise en compte de l'éthique avec la co-conception des outils et aussi l'accessibilité à un plus grand nombre. Alors, le projet sera coordonné par le CHU de Toulouse. Les responsables scientifiques et le comité de pilotage seront composés d'un représentant de chaque membre du consortium. Et les résultats que nous escomptons sont, alors côté patient, une amélioration de l'accès aux soins en améliorant la compréhension et l'engagement dans les soins. Côté professionnel, une optimisation du temps médical et paramédical en diminuant le nombre d'actes non réalisés. Et côté numérique, le compagnon pourra être intégré à l'espace numérique de santé. Nous invitons toutes les personnes qui sont intéressées, que vous soyez patient, aidant ou professionnel de santé, à venir échanger avec nous dans le cadre d'un webinaire, je crois que c'est un jeudi, 5 novembre 2020 à 17h30. Les inscriptions se font à l'adresse qui s'affiche, ips@chu-toulouse.fr, qui est aussi l'adresse de correspondance pour toutes vos questions concernant le projet. Et enfin, nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Quelques questions donc maintenant sur cette... Alors, attendez, je me suis perdu dans mes fiches, évidemment. Là, voilà, Maurice. La fiche Maurice. Il ne faut pas que je vous pose quand même les questions de notre projet, ce serait dommage. Première question. Le taux d'adhésion. Alors, vous avez indiqué que le système, on va dire, de compagnon numérique était déjà testé au sein du CHU de Toulouse. Est-ce que vous avez déjà des retours sur le taux d'adhésion de ces patients à cette notion de compagnon? Alors, aujourd'hui, on a testé un premier compagnon numérique sur le suivi des règles douloureuses des jeunes filles avec le CHU de Toulouse. On a un taux d'adhésion qui est de plus de 90%. Après, évidemment, il faut être méfiant parce que ce n'est pas la même population. Donc, on aura plus de précision quand on commencera les tests. Mais en tout cas, on voit que les compagnons numériques, s'ils sont conçus avec les personnes qui vont les utiliser et s'ils sont bien adaptés, sont en général très bien utilisés. Merci. Merci beaucoup et j'en profite pour vous remercier pour la qualité de votre présentation et le timing que vous avez parfaitement respecté. Bravo. Y a-t-il un risque d'addiction à ce compagnon ? Alors, le compagnon, on l'a conçu, nous, au niveau médical. Moi, je suis spécialisée en addictologie. On connaît en fait les mécanismes qui sont addictogènes. Donc, il y a en fait un effet de renforcement positif avec des réponses très rapides sur les applications. On a cette idée qu'on peut devenir addict à des choses du numérique. Là, c'est pas du tout le cas puisqu'on est vraiment en interaction avec des soignants, avec un lien social. Donc, a priori, sur une base théorique, il y a très peu de potentiel addictogène. Après, évidemment, c'est quelque chose qu'on va vérifier, surveiller en pratique. Merci beaucoup. D'accord. Alors, peut-être une question au regard notamment du modèle économique que vous nous avez présenté, qui était quand même quelque chose de déjà, on ne va pas dire abouti, mais en tout cas très pensé, notamment le système qui revient à dire que ce serait finançable par un établissement ou une structure de soins, voire même un professionnel de santé libéral, à partir du principe où il récupérerait
de la présence de ces patients lors des rendez-vous programmés, donc où il s'améliorait la continuité des soins, ça c'est le côté pour le patient, mais également du coup, on va dire la supportabilité du modèle économique pour les professionnels. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose que vous comptez mettre en œuvre rapidement? Quel est votre horizon de mise en œuvre de ce modèle économique? Alors, l'horizon d'abord, c'est pendant les 24 mois où on va développer le projet, c'est de le vérifier, parce qu'il va falloir aller en discuter avec les directeurs économiques des établissements pour voir si tout ça est supportable. Donc, évidemment, les prix annoncés, ce sont des prix du marché, mais il va falloir vérifier qu'ils sont adaptables. Après, on a essayé de raisonner pratico-pratique pour voir la valeur ajoutée de l'outil, mais aussi ce que ça peut rapporter à l'établissement et pourquoi il aurait intérêt à l'acheter. Donc l'intérêt à l'acheter, c'est que une personne qui ne viendrait pas en consultation parce qu'elle est stressée ou elle n'aurait pas été mise en condition de confiance, c'est une perte pour l'établissement. On l'a vu, ça peut se situer entre 40 et 60 euros. Là, si on regarde le modèle économique, à peu près donc 139 euros, comme on l'a dit, pour une licence, ça doit faire autour de 1600 euros annuels pour une licence. Et du coup, pour un professionnel de santé qui suivrait une centaine de patients, ça revient à un coût patient de 16,60 euros, je ne sais plus combien, comme on l'a indiqué. Et donc, du coup, évidemment, ça s'autofinance par rapport à une consultation qui ne serait pas honorée. Donc, évidemment, tout ça est à vérifier, mais en tout cas, on a déjà discuté et c'est quelque chose qui semble tenir la route avec toutes les précautions qu'on doit mettre en œuvre pour le vérifier, bien sûr. Alors Jean-Louis, merci pour ces prospectives, nous dire ce que vous allez faire sur les 2 prochaines années. En tant que chef d'entreprise, vous imaginez sortir cette solution, commercialiser cette solution dans combien de temps ? Alors, on pense déjà à la commercialisation puisque, évidemment, on a une force commerciale, nous, en entreprise, qui est là pour ça. Par contre, évidemment, on ne peut pas commercialiser une solution qui n'est pas développée. Donc, il faut, dans un premier temps, qu'elle soit développée, qu'elle corresponde vraiment aux usagers. En tout cas, l'idée, c'est de la lancer, pas au bout du 24e mois, mais peut-être un tout petit peu avant ou peut-être un tout petit peu après, puisque l'intérêt de tous, puisqu'il y a des accords de co-construction et tout le monde y retrouvera ses petits, si je puis dire, c'est qu'on la commercialise et d'un côté, entre guillemets, financier, et d'un côté pour les usagers, qu'on en fasse profiter le plus grand nombre de personnes possible. Donc on ira le plus vite possible. En tout cas, on est très confiant par rapport à ça. Jérôme ? Peut-être une question d'ordre... Alors, je suis désolé. Ah, attendez. Nous avons visiblement une question sur le chat. Audrey, avez-vous... Donc, une question de Yann. Avez-vous une estimation du nombre de consultations non honorées en raison du stress d'un patient? Oui, finalement, la base de votre modèle économique, c'est cela. Finalement, la capacité à gagner aussi en continuité des soins, ce que nous intéresse, nous, en tant qu'agence régionale de santé sur le projet, c'est également, finalement, au regard du nombre de consultations non honorées aujourd'hui. J'imagine que les praticiens que vous êtes ont certainement une idée sur la question. Oui, alors pour ce qui concerne l'addiction, c'est une des pathologies où on a le taux d'observance au rendez-vous qui est le plus faible, en fait. Déjà, les troubles psychiatriques, en général, il y a peu d'observance, mais l'addiction encore plus. On a la moitié des gens qui reviennent. Alors, ceux qui arrivent à venir au premier rendez-vous, on a la moitié qui prennent rendez-vous, qui ne viennent pas au rendez-vous. Et ceux qui viennent au rendez-vous, on en a quasiment pareil, la moitié qui ne vont pas revenir au deuxième. Et c'est des gens qui ne préviennent pas forcément, donc on n'a pas possibilité de programmer d'autres patients. Et effectivement, c'est probablement en lien avec le stress. À un moment, comme ça, dans l'urgence, ils prennent un rendez-vous. Et comme il y a une distance entre le moment où ils prennent le rendez-vous, donc peut-être de refaciliter un contact en amont en disant, voilà, on a bien votre rendez-vous, on va vous expliquer comment ça se passe, on vous attend, ça favoriserait qu'ils viennent. Et de la même façon entre les rendez-vous suivants. Donc oui, ça représente quand même une masse de patients assez importante. Et du coup, sur la partie autisme... Alors, côté autisme et déficience intellectuelle, moi, je dirais que c'est 1 sur 3 ou 1 sur 4 qui ne peut pas être honorée, puisque le déplacement du patient, finalement, sur le lieu de soins, mais ça ne concerne pas uniquement les consultations psychiatriques, mais toute consultation somatique confondue, va dépendre d'énormément de facteurs environnementaux, c'est-à-dire la présence d'un accompagnant ou pas, un accompagnant qui est connu ou pas, les conditions au moment de l'arrivée dans la salle d'attente, est-ce qu'il y a du bruit, est-ce qu'il y a de la lumière, est-ce qu'il y a du monde. De la même façon, le trajet en voiture, est-ce que la voiture est déjà connue ou pas, est-ce que sur la route il va y avoir du monde et est-ce que le trajet va prendre plus de temps que prévu ou pas. Donc il y a énormément de facteurs qui peuvent
empêcher la réalisation de la consultation à énormément de niveaux, que ce soit au moment du déplacement, au moment de l'arrivée ou même au moment de la réalisation elle-même de la consultation. Et donc, c'est sur tous ces facteurs que Maurice, finalement, va jouer en tant que compagnon numérique. Alors, j'ai une question qui est peut-être bête, mais je la pose quand même. C'est un petit peu mon rôle d'être le candidat dans cette histoire. C'est, finalement, vous disiez pour l'addictologie, 50% de patients qui prennent rendez-vous et qui ne viennent même pas au premier rendez-vous. Est-ce que Maurice va pouvoir être utilisé en amont du premier rendez-vous ou est-ce que, finalement, on va le déclencher qu'une fois que le patient sera connu dans notre file active? Alors, du coup, l'idée générale, c'est évidemment que le compagnon numérique soit expliqué à l'utilisateur au moment de la consultation. Ça, c'est l'idée générale. Mais n'empêche que le store patient dans Ma Santé 2022, il est fait pour ça. Il est fait pour que les patients, chacun dans son espace numérique, on puisse aller consulter des applications qui pourraient nous intéresser. Alors évidemment, on n'a pas une visibilité assez importante pour répondre précisément, mais en tout cas, on espère vraiment qu'il y ait les deux modes de diffusion, le mode professionnel de santé qu'il explique à son patient et le mode store dans lequel la personne concernée puisse aller chercher l'application. Ok, très bien. David? Non, je crois qu'on peut vous remercier pour cette présentation qui a été particulièrement claire, limpide. Vous souhaitez tout nouveau de succès, comme à tous les candidats qui ont été lauréats de cet appel à projet. Vous dire que, au nom de l'ARS, le suivi sera un suivi attentif, à votre écoute, pour pouvoir vous aider à réaliser ces 2 années de validation, de vérification, de développement, et puis vous espérez un lancement qui soit le plus prolifique possible, pour votre bien bien sûr, pour le bien des patients, et en réponse à cette problématique. Un très grand merci et à vous revoir donc très très bientôt. David, je vais me permettre oui, juste de reprendre la parole pour préciser quelque chose qu'on n'a pas jusqu'à présent indiqué à toutes les personnes qui nous regardent. Le fait qu'effectivement, au-delà des 550 000 euros que l'Agence régionale de santé positionne en termes de financement sur l'ensemble des projets, dont Maurice, il y a également dans le package, si vous me permettez l'expression, qui vient avec le fait d'être lauréat de l'appel à projet, l'appui du groupement e-santé Occitanie, qui est un appui notamment sur les aspects technologiques. Monsieur Fraisse parlait d'intégration à l'espace numérique de santé. Typiquement, ce genre de problématiques sont des problématiques sur lesquelles vous pourrez être accompagné. Dans l'inclusion également vis-à-vis de vos dossiers patients informatisés. Là, notamment, nous avons un projet qui s'étend sur 2 établissements de santé, avec peut-être encore un système d'information non convergé à cette heure. Donc, voilà, il y a également tout ça. C'est important, je pense, de l'indiquer. J'imagine qu'en plus, on a des personnes du GIPI Santé qui nous regardent, qu'ils se tiennent prêts à accompagner donc, le projet Maurice. Merci beaucoup. On vous félicite et à très bientôt. Merci à la région de votre confiance. Sur ces mots, merci beaucoup. On va pouvoir accueillir les 3e lauréats. Et Jérôme, je vous laisse nous décrire ce 3e lauréat. Les 3e lauréats, donc, et effectivement les derniers à présenter leur projet cet après-midi, c'est le projet Sois l'EHPAD. Projet Sois l'EHPAD qui est le développement de systèmes qui permet de réaliser à distance des bilans de déglutition grâce à des objets connectés, avec des membres du consortium qui vont se présenter à vous et que je vais d'abord vous présenter. Tout d'abord, on excuse M. Carl qui devait venir en tant que directeur des EHPAD Saint-Jacques, la Résidence et l'Espérance et qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Il est remplacé par le professeur Virginie Voisard qui est spécialiste et responsable de l'unité voix et déglutition au CHU de Toulouse. Bonjour madame. Par donc Madame Linda Nicolini, qui est PDG et fondatrice de l'entreprise Soilis Médical, qui est l'entreprise coporteuse du consortium, et par Monsieur Xavier Cormary, qui est orthophoniste libéral à Muret dans la Haute-Garonne, et qui est lui aussi spécialiste de la déglutition. Donc nous sommes sur une population de personnes âgées en établissement et structures médico-sociales, et donc notamment en EHPAD, c'était la raison de la présence prévue de Monsieur Carl. Et je vais vous laisser, David, nous indiquer quels ont été les points forts de ce projet tels que retenus par notre jury. Donc, je vais répéter le cadre de jugement, justement, et qui a permis de vous voir ici aujourd'hui. C'est le fait qu'il y avait un comité d'experts indépendant, hors région Occitanie, qui a été formé par l'ARS Occitanie pour pouvoir choisir parmi tous les candidats qui ont postulé. Donc, sur 18, il en est resté 6 qui sont passés par les fourches codines de ces experts, technologues, mais aussi sociologues, mais aussi patients, usagers. Dans cet esprit,
Il fallait répondre au cahier des charges de l'ARS, dans la partie qui nous importe, c'est-à-dire de pouvoir apporter une solution qui soit technologiquement presque aboutie, donc TRL 5.7, et deuxièmement, pouvoir apporter une véritable valeur ajoutée pour les patients, une véritable solution valeur ajoutée. Donc merci d'avoir rempli ces conditions, et c'est pour ça qu'on a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et bien maintenant, pourquoi et quels sont les points forts qui ont été retenus par les experts, donc comme je vous les ai cités. C'est un projet porté par des acteurs libéraux et médico-sociaux. C'est un projet qui répond de manière intelligente à la réduction des inégalités d'accès aux soins. C'est une solution ingénieuse et non intrusive qui permet de réaliser à distance et en conditions réelles des bilans de déglutition auprès des personnes âgées vivant en EHPAD. C'est une réponse forte apportée au cadre de santé en EHPAD. Et enfin, c'est beaucoup de points forts, c'est une solution qui permet d'agir sur plusieurs problématiques. Pardon, les fausses routes, ne bougez pas, les carences, et enfin, tout ce qui est... donc je parlais des carences nutritives dues à une alimentation mixée. Donc pour tout ceci, nous en remercions. Et maintenant, les règles du jeu, le jeu auquel nous vous convions, c'est 15 minutes de présentation. Je serai moins exigeant que ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisque nous avons un petit peu de temps, mais vous avez 15 minutes. On vous précisera bien sûr le timing, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, on se soumettra à un jeu de questions-réponses en fonction des questions qui arriveront sur le chat. À ce sujet, merci Jérôme, je me permets de vous rappeler qu'il est important que vous puissiez nous poser vos questions sur le projet qui va vous être présenté, et il est important que vous puissiez vous exprimer. C'est aussi un encouragement aux différents porteurs de projets, et c'est aussi une façon de préciser pour eux l'étendue et l'intégralité du dossier qu'ils sont en train de nous présenter. Merci à vos questions, nous ferons en sorte de pouvoir les relayer. Mesdames, messieurs, c'est à vous. Bien, merci de cette présentation, vous avez tout dit. Vous avez tout dit, donc je ne sais pas si c'est très intéressant de présenter notre PowerPoint, mais on va essayer d'accrocher votre intérêt. Donc, merci à la région Occitanie, merci à l'Agence régionale de santé de croire à notre projet et d'y croire avec les moyens financiers et puis un vrai accueil chaleureux depuis le début de l'après-midi que je voulais vraiment souligner. Parce que c'est vraiment très très agréable pour nous qui sommes forcément un peu émus et très attachés à ce que notre aventure humaine et technique avance. Donc nous sommes 4 types d'entités engagées dans ce consortium. Donc l'expertise de Soilis Médical avec Lina Nicolini en particulier. 3 EHPAD dont vous avez parlé, qui sont avec des caractéristiques différentes, c'est-à-dire on a des EHPAD qui sont proches Toulouse, on a des EHPAD qui sont loin dans les Pyrénées, on a des EHPAD qui sont du côté de la vallée du Tarn. On a essayé d'avoir des choses qui soient assez différentes au niveau des caractéristiques des EHPAD. On a ensuite l'expertise médicale de Virginie Voisard et de son équipe qui est donc ici aujourd'hui présente. Et donc, en ce qui concerne la déglutition et l'expertise de la déglutition sur le terrain dans les EHPAD, nous sommes donc 3 orthophonistes, Yann Tanou, Muriel Gabas et moi-même Xavier Cormary pour intervenir sur le sujet. C'est à moi à commander les diapos en fait. Donc, voilà, je passe à la suivante. Donc, il s'agit de s'occuper des questions de troubles de la déglutition, qu'on peut appeler aussi notamment dysphagie. Alors, le problème, il est double. Il est à la fois le problème de la déglutition lui-même. Vous voyez sur cette diapo sur la gauche, on va constater en fait des gens qui font des fausses routes. Bon, soit, ok, très bien. Non, j'en suis désolé pour eux. Par contre, le problème, c'est qu'ils vont compliquer potentiellement de ces fausses routes. Et ça, c'est ce qu'on voit à droite sur la diapositive. C'est-à-dire qu'on va avoir jusqu'à 40% de ces patients, ces résidents, qui vont avoir des risques de dénutrition. Et aussi beaucoup d'entre eux qui vont avoir des pneumopathies dites d'inhalation, en tout cas des infections pulmonaires. Tout ça pour dire qu'on a besoin de faire un diagnostic le plus efficace possible, le plus objectif possible. Et on a besoin de le faire dans l'écosystème du résident. Alors là, je pense en particulier à une part de la population importante, c'est quand les gens dément. Les gens dément, ils ont un petit problème, c'est qu'ils ont des troubles attentionnels qui vont augmenter leurs troubles de la déglutition, mais qui vont augmenter leurs troubles de la déglutition, notamment dans leur écosystème. Donc on a besoin de faire une évaluation objective et une évaluation qui soit intégrée à leur propre écosystème pour voir ce qui se passe dans les interactions avec leur environnement.
L'autre problème qu'on va avoir, c'est que c'est pas facile d'envoyer des patients d'EHPAD à l'hôpital. Ça pose plein de problèmes techniques, d'organisation, de moyens, de gestion des personnels. Dans l'autre sens, c'est pas facile de faire venir des orthophonistes dans les EHPAD. Ça a été cité sur le premier projet qui a été présenté cet après-midi. Oui, effectivement, on est peu d'orthophonistes en France. Et donc, il y a un accès aux soins qui est assez limité. Et en plus, en Occitanie, on a ce problème-là qu'on a un tiers à peu près du territoire, des communes du territoire, qui sont sans possibilité, qui sont dites très démunies ou démunies en termes de présence d'orthophonistes. Donc là, de toute façon, ils n'iront pas, les orthophonistes. Il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces zones-là ? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on se propose de faire une solution technique qui soit une solution en télémédecine, c'est-à-dire faire un examen en l'absence de l'orthophoniste ou à la présence déportée de l'orthophoniste et sans sa présence effective sur le terrain. Alors, comment on fait ? Solis Medical a développé un système qui est un collier muni de capteurs. Et ces capteurs ont comme fonction de repérer l'activité de la gorge, l'activité du larynx, l'activité de la déglutition. Et donc, nous donner des informations objectives sur ce qui se passe dans la zone du cou. Et aussi, ce qui se passe au niveau respiratoire. Ensuite, étape suivante, dans notre programme, on va associer l'activité mesurée par ce collier à une captation vidéo de ce qui est en train de se passer au moment du repas, ou d'ailleurs en dehors d'un repas. On peut aussi l'imaginer pour les problèmes de déglutition de la salive. Et donc, cette captation vidéo, elle sera associée au signal recueilli par le collier. Tout ça sera transmis à l'orthophoniste qui, depuis son bureau, pourra poser un diagnostic, du moins nous le souhaitons, et faire un retour en direction de l'EHPAD, de telle sorte à affiner l'état de la réponse qu'on peut avoir pour ce patient-là. Un des éléments extrêmement importants, c'est peut-être l'impact sur la dénutrition. Pourquoi ? Parce que les troubles de la déglutition sont très très corrélés aux problèmes de nutrition, et donc on va vraiment avoir besoin d'avoir une information la plus précise, la plus fine possible pour les EHPAD, en particulier pour réduire l'usage d'une alimentation trop transformée pour des gens qui n'en auraient pas besoin. Aujourd'hui, en EHPAD, on a à peu près un tiers des résidents qui mangent une alimentation qui est sous forme de purée, qui est une alimentation mixée. Et en termes de qualité de vie, elle n'est pas au rendez-vous. Un certain nombre d'entre eux n'ont probablement pas besoin, mais lesquels, je ne sais pas. C'est justement parce qu'on est en train de construire ce type de système qu'on va pouvoir répondre à cette question. Comment on va s'y prendre en termes de déploiement du projet lui-même ? Eh bien, vous avez là la planification du projet, dont le principe est donc d'avoir des marches successives et coordonnées avec deux champs. Le premier que je vous ai décrit, parce que moi je suis clinicien de l'affaire, donc ça va être vraiment la question de est-ce que le bilan que moi je fais sur le terrain quand je vais en EHPAD, il correspond à un bilan que je peux faire en dehors de l'EHPAD en restant dans mon bureau. Pas pour le plaisir de rester dans mon bureau, mais pour l'intérêt de pouvoir faire ce bilan à des endroits où il n'y a pas d'orthophoniste qui peut y aller, ou des endroits où le Covid ferme les portes actuellement, ferme les portes d'un certain nombre d'EHPAD, et où on a des problèmes aussi pour entrer dans les EHPAD et rentrer dans de bonnes conditions pour faire un bon soin. Pour la dimension plus technique et la dimension plus scientifique du projet, je m'appuierai beaucoup sur les gens dans ce métier, à savoir Virginie Voisard et Linda Nicolini, qui sont présentes avec moi. Les livrables du projet vont être les suivants. C'est donc ce dispositif de téléconsultation. La question, c'est de savoir s'il est valide et s'il va être aussi valide en téléconsultation qu'en direct lorsque moi je fais mon bilan sur le terrain. Et puis s'il l'est, la suite, ça va être de construire des plans de formation à ce bilan pour les orthophonistes, mais aussi pour les professionnels de santé sur le terrain qui vont devoir installer le système et le faire fonctionner. Et puis bien sûr, il faudra faire un retour sur le travail qu'on aura fait, et en particulier sous forme de publications scientifiques, et ensuite disséminer et reprendre la bonne parole, entre guillemets, c'est-à-dire disséminer et convaincre que notre outil est intéressant s'il l'est. Ce que je souhaite bien entendu. Plus largement, les retombées attendues du projet. Sur le plan économique, évidemment, on va avoir des réductions sur l'intérêt
qu'on a à faire un bilan, et donc l'intérêt qu'on va avoir sur la réduction des complications liées aux troubles de la déglutition, donc les pneumonies dont j'ai parlé, la dénutrition, la déshydratation, et d'une manière générale, tout ce qui va concerner l'hospitalisation. Donc, on devrait arriver à avoir moins de sollicitations de l'hospitalisation, moins de déplacements, moins de transports, etc. Sur le plan sanitaire, donc un diagnostic précoce nous permettra de réduire l'impact des complications dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui me tiennent particulièrement à cœur, vous l'avez compris. Sur le plan sociétal, eh bien, on a deux dimensions sur la réduction des inégalités. C'est la réduction des inégalités d'accès aux soins pour des raisons géographiques. Mon EHPAD est loin, et loin de tout, ou très démuni. On a parlé de désert dans l'intervention précédente, ou celle encore avant. Donc cette idée de désert, comment on la résout? Peut-être par la technologie. Et puis l'autre élément, c'est effectivement d'intéresser plus d'orthophonistes au sujet, ce qui sera probablement très intéressant. Impact sur l'environnement et le climat, moins de transport, moins d'utilisation de rayons X. Peut-être une chose encore peut-être toute simple, c'est-à-dire que si on arrive à réduire l'utilisation du mixé grâce à un bilan plus précis, peut-être qu'on aura moins de purée à la poubelle dans les EHPAD. Ça compte. C'est vraiment aussi un élément important aujourd'hui dans une société qui veut réduire ses déchets. Eh ben, il va falloir aussi se poser la question de qu'est-ce que mangent les gens et comment ils peuvent les manger. Ça nous amène à ce qui, moi, me tient vraiment tout à fait à cœur, et je pense au reste de l'équipe aussi, c'est la question de la qualité de vie. La qualité de vie en EHPAD, et je dirais la qualité de vie pour deux types de personnes. Bien sûr, les résidents, on va améliorer leur qualité de prise en charge, mais aussi des soignants. Aujourd'hui, quand je suis soignant dans une EHPAD qui est loin, où je n'ai pas accès à un avis technique, à un avis paramédical d'orthophoniste, où je suis obligé de me débrouiller avec moi et mon équipe et mon savoir, mon peu de savoir ou ce que je sais faire, mais je suis obligé de prendre des décisions sur l'alimentation des patients en fonction de la peur que j'ai des fausses routes. Et j'arrive pas à le faire en tant que soignant de terrain, aide-soignante, j'arrive pas forcément à le faire avec des outils qui me rendent serein. Donc la qualité de vie, c'est la qualité de vie des résidents, mais c'est aussi la qualité de vie des soignants à travailler de manière efficace et précise dans leur établissement. Voilà, je pense qu'on a le temps, largement le temps comme ça, de pouvoir faire des questions et des réponses. Mon stress a fait que j'ai accéléré un petit peu les choses, qu'on a largement le temps. Je vais les laisser se débrouiller. Elles ont aussi plein de choses à dire. Remercier l'accueil et l'organisation de ce retour de cette sélection de lauréats, et on est ravis d'être ici, bien sûr, pour répondre aux questions, puisque vous avez vu qu'il a été souligné un point fort, la présence d'orthophonistes libéraux et de libéraux porteurs de projets. Donc là, vous en avez un exemple type, et on est ravis que les orthophonistes prennent en chose les mains. Donc voilà, donc nous, on est là surtout pour répondre aux questions. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Effectivement, je pense que vous avez fait passer beaucoup d'énergie et effectivement beaucoup de conviction dans votre discours. C'est intéressant, oui, je reviens dans le champ de la caméra, tout à fait, me voilà. Et donc, effectivement, on va passer à la phase de questions. Et des questions, il y en a, notamment une question de Jean-François Bouscarin, j'allais dire au hasard, mais notre président de l'URPS, infirmiers libéraux en Occitanie, qui déjà vous félicite. Le projet est très intéressant. Les orthophonistes de la région viennent d'adopter EasyCare comme solution numérique pour mobiliser une orthophoniste pour le bon soin au bon endroit et pendant le repas en particulier. Comment permettre aux outils d'être complémentaires? Donc effectivement, EasyCare, je ne sais pas si vous connaissez, mais je fais rapidement le focus sur la fonctionnalité. C'est un outil qui permet une sorte finalement de bourse aux besoins et aux capacités en regard de répondre aux besoins, qui peut être utilisé pour les soins, et notamment donc, les soins prodigués par les orthophonistes. Là, pour le coup, l'idée est certainement de savoir comment le soin spécifique, enfin on va dire le dépistage ou le bilan de déglutition, qui est vraiment le moment spécifique où votre dispositif va se mettre en place, pourra être organisé pour être réalisé à distance une fois la demande de soins reçue via le système que Jean-François Bouscarin nous indique. Donc je pense que c'est à peu près la manière dont vous avez décrit. Moi,
j'ai peut-être besoin un petit peu que vous nous précisiez. Je suis orthophoniste, alors moi je ne le suis pas, vous l'êtes. Comment ça se passe en pratique, puisqu'effectivement, c'est quelqu'un qui va poser le collier à distance auprès du patient, du résident. Si j'ai bien compris, il y a également une captation vidéo, ce qui permet d'ailleurs de rentrer dans le domaine potentiellement du télésoin à terme, qui est réalisé. Il y a une synchronisation entre les deux. Est-ce que le ticket d'entrée, justement, pour la personne qui va opérer à distance, pour que l'orthophoniste après puisse réaliser son bilan, est quelque chose qui n'est pas trop onéreux en termes de ticket d'entrée formation? Effectivement, c'est une question qui est vraiment importante et qui se double d'une deuxième question, c'est l'accès numérique. Parce qu'il y a la question, c'est est-ce qu'on le fait en différé ou est-ce qu'on le fait en direct? Si on le fait en direct, on aura les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui avec le direct. Pour tout vous dire, on est dans la coulisse là-bas derrière et on n'a pas toujours l'image. Quand on a le son, on n'a pas toujours le son quand on a l'image. Donc même à l'intérieur de l'ARS, c'est pas facile. Donc le direct, c'est toujours compliqué. Donc si on peut faire les choses en différé, on va de toute façon gagner du temps. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. C'est ce que j'espère. Ça, c'est la première réponse sur la question, sur une question précise. Le deuxième aspect, c'est effectivement le niveau de compétence des personnels dans l'EHPAD pour mettre en place le collier. En fait, on espère qu'il sera, j'ose pas dire limité, ça serait blessant, humiliant, et je n'ai vraiment pas du tout l'intention de déprécier le travail des gens en EHPAD, surtout ces temps-ci. Franchement, je crois que c'est vraiment des gens qui ont besoin d'être engagés et soutenus. En fait, l'enjeu, pour eux, ça va être, bien sûr, la technologie, démarrer la machine, etc., mais ça va être de placer le collier, avoir un repère anatomique. Et le repère anatomique, ça va être autour de la pomme d'Adam, ça va être un repère avec la pomme d'Adam. Donc on pense que ça ne devrait pas être trop compliqué sur le plan mise en œuvre directement dans l'EHPAD. L'autre aspect, c'est mes collègues et moi-même, est-ce qu'on va être capable de décoder le signal ? On va apprendre. J'ose espérer qu'on a été bien formés, notamment par Virginie Voisard, dont je fus le premier stagiaire, je m'en souviens encore. Et j'espère qu'on va pouvoir arriver à le faire. Jusqu'à maintenant, moi, quand je fais un bilan, je le fais avec mes yeux. J'ai pas grand-chose comme outil. Donc j'ai aussi besoin d'avoir un outil le plus objectif possible sur le terrain. Donc il faut que je l'apprenne. C'est idéologique ma réponse, mais il faut que je l'apprenne. Aujourd'hui, j'ai rien. J'ai rien que mon observation clinique, super, je le fais très bien, moi j'essaie de le faire le mieux possible, mais plus j'aurai d'informations objectives, plus je serai efficace. Oui, d'une certaine manière, vous allez apprendre à interpréter les données que le collier va vous retourner, comme le cardiologue a appris à interpréter des électrocardiogrammes. Et pour ça, on doit monter quand même un minimum de protocoles cliniques et d'études de validation pour lesquelles le CHU aura la responsabilité de la méthodologie. Voilà. Justement, donc, le CHU intervient dans la phase, on va dire, à la fois amont pour finaliser la conception et notamment comment va se passer la partie qui va être relative à la synchronisation entre les données collectées par le collier et l'image. Est-ce que c'est quelque chose qui va être... pouvez-vous nous décrire ça peut-être, Madame Nicolini? Oui, alors, donc déjà, Zwolle Medical développe un outil qui capte déjà des signaux, donc l'accélérométrie, les sons et la respiration. En gros, nous voulons objectiver des signaux qui sont ressemblables à ce qu'on entend avec un stéthoscope. Donc ça, c'est notre projet de base et de départ du projet Zwolle EHPAD, auquel nous ajoutons la prise vidéo qui sera synchronisé, donc le signal vidéo sera synchronisé avec les autres signaux. Et ça permettra évidemment avec une prise de l'anatomie pertinente. Et donc ça permettra d'ajouter aussi la dimension vidéo, l'observation du soignant, de l'expert de déglutition, qui pourra donc faire un bilan aussi à distance et avec l'aide des signaux enregistrés et ses yeux, qui restent encore très importants. Ces yeux qu'il utilise déjà aujourd'hui, qui sont donc bien exercés. David, je vois qu'on a une question sur le chat. On a une question qui nous arrive d'un pilote Maya 12CN, et je vais vous le lire. 12, c'est Aveyron, oui, pour exactement. votre gouverne. Et CN, par contre, là, j'avoue, ça doit être le sous-territoire de l'Aveyron de cette Maya-là. C'est dommage parce que 12, je l'avais aussi. Mais 12, vous l'aviez aussi. Voilà, mais super. CN, voilà, on va demander peut-être une explication. C'est un mot très encourageant.
Est-ce que vous pouvez envisager de développer votre solution de téléconsultation hors EHPAD pour des personnes résidentes à domicile ? Commentaire, cela permettrait de répondre aux difficultés d'accès à ce type de soins en zone rurale, notamment, et ce serait une réelle plus-value, le besoin remontant régulièrement dans les diagnostics réalisés dans le cadre Maya. Et cette personne, très bienveillante, vous remercie de votre réponse. Et moi, je la remercie pour ces commentaires. Effectivement, c'est dans notre vision moyen terme, on va dire. Nous sommes une start-up qui a 2 ans d'âge d'expérience. Nous sommes bien accompagnés, évidemment. Donc oui, la réponse courte est oui. La réponse un peu plus longue est oui. Dans les prochains, on va dire, 36 mois, probablement, nous envisageons d'arriver à quelque chose qui soit disponible à domicile. Donc si vous pouviez nous donner ce que vous envisagez sur les 2 prochaines années et ensuite la 3e année, comment vous envisagez ce développement à venir ? Donc nous commençons effectivement par l'utilisation en EHPAD, avec une revendication des ajouts d'informations qui s'intègrent au bilan de l'expert de déglutition. Donc nous supportons, nous soutenons et nous ajoutons des informations pertinentes à l'expert de déglutition qui intervient en EHPAD. Ensuite, avec le soutien du CHU et des méthodologies des CHU, nous devons valider les pouvoirs diagnostiques de ces signaux. Donc on commence à parler d'intelligence artificielle, on commence à parler d'algorithmie. Et là, il faut faire les choses bien. Et donc, Virginie. Déjà, sur ce projet-là, on espère bien avoir une réponse à l'augmentation de la performance du bilan orthophonique à l'aide des signaux. Donc ça, c'est une partie du projet. Il y a la téléconsultation, il y a le fait de le faire à distance, mais il y a également d'incrémenter ce bilan pour arriver à un niveau de non-invasivité pour explorer la déglutition qui n'a pas lieu jusqu'alors. Sinon, on met des tuyaux dans le nez ou on envoie à la radio. C'est pas déplaçable et ça peut être agressif. Donc cette partie-là est vraiment, je pense, le cœur, la moitié du projet est là-dessus. À partir du moment où on a la réponse à la non-invasivité et l'augmentation du pouvoir diagnostique du bilan orthophonique grâce à l'outil, là, le déploiement, il est partout. Il est au domicile du patient, avec l'orthophoniste qui ira au domicile du patient, mais qui sera beaucoup plus performante. Elle est au niveau hospitalier, dans tous les services hospitaliers, donc en gériatrie, dans tous les services où il y a des patients qui ont des troubles de la déglutition. Donc ça, c'est aussi très important, parce qu'il y a une énorme morbidité hospitalière liée aux troubles de la déglutition qui ne sont pas du tout évalués à l'heure actuelle, quelle que soit l'institution hospitalisation. Et après, il y a le versant, effectivement, déploiement de tout ce qui est prise à distance, qu'il faudra imaginer comment est-ce que c'est possible à domicile. Mais pourquoi pas avoir des applications avec si le dispositif est facile à s'approprier, on peut très bien imaginer que ce soit un aidant naturel qui s'en occupe à domicile. Merci beaucoup. Oui, peut-être, Jérôme, si vous avez une inspiration sur le 12CN. Alors, on m'a soufflé, je dois avouer. Bon, 12CN, donc vous venez de répondre à la question donc, de la pilote de la Maya du Centre Nord Aveyron, c'était 12CN. Et nous avons des questions, mais justement en relation directe avec ce que vous venez de décrire. Vous dites finalement, ce projet va nous permettre de valider le pouvoir diagnostic du collier, je l'appelle comme ça. Le pouvoir diagnostic du bilan orthophonique incrémenté. Du bilan orthophonique incrémenté. Il faut être précis, vous avez raison, c'est votre métier de l'être. Parce que le SOLIS, s'il fait le diagnostic tout seul... Oui, non, bien entendu. Ça, c'est effectivement le projet qu'on a dans le futur, mais qui ne dépend pas du projet. Bien sûr, qui est là. De l'organisation mise en place sur ce projet. Un point donc nécessaire avant de pouvoir envisager effectivement que ce collier et les organisations qui se mettent en place derrière se généralisent. Quand même un point important, on nous dit quel est le prix du collier ou quel sera le prix du collier. Ça peut être un élément limitant. On l'a déjà vu, effectivement, des dispositifs très prometteurs, mais qui ne se diffusent pas parce que leur modèle économique ne correspond pas, notamment aux recettes possibles avec des activités en regard. Ne le sera pas limitant. Non, le prix du collier, ça ne sera pas limitant.
Permettez-moi de n'être pas encore précise parce que nous n'avons pas encore tous les éléments pour répondre à cette question. Je pense je peux vous donner une fourchette que ça sera entre 2000 et 2500 euros. On devrait être capable de produire quelque chose dans cette fourchette. Mais ouais. Donc ça ne peut pas être à ce niveau-là. À ce niveau-là, on part sur l'idée qu'une institution pourra acquérir le dispositif parce que le dispositif il pourra servir à tout le monde. C'est vrai que la question de l'acceptabilité dans les financements actuels des orthophonistes ou des médecins, parce qu'on parle d'orthophonie, mais les médecins physiques réadaptation aussi peuvent, et d'autres spécialités pourraient en bénéficier. Là, c'est un problème effectivement de est-ce que ça peut être remboursé ou pas, prise en charge, etc. Mais ça, on n'en est pas encore là. Bien sûr, le projet pour Swolis, je peux parler quand même sur le fait qu'on va essayer d'avoir une reconnaissance du dispositif pour un remboursement un jour. Pour le remboursement assurance. Alors, par rapport à la commercialisation, une question, quand pensez-vous commercialiser cette solution? Et un commentaire, à titre d'information, il semblerait que vous ayez fait de manière à que vous ayez eu un grand succès quant à une levée de fonds. Donc déjà, encore plus toutes nos félicitations quand on sait toutes les difficultés que l'on peut avoir à lever de l'argent. Donc, nos félicitations pour ceci. Commercialisation, quand est-ce qu'on peut attendre cette solution en usage? Si tout va bien, à l'été 2021. Premier dispositif marqué CE. Donc, le dispositif est un dispositif médical classe 1. Donc, classe 1, été 2021. Oui. Donc 9 mois. Ouais. Très bien. Je sens la pression là même. Non, c'est bien. C'est un accouchement, mais ça va très bien se passer, nous en sommes sûrs. Mais tout pour vous. Peut-être... Jérôme, une dernière question. Attends le temps, Audrey, pour une dernière question. Oui, le pouce est levé. Une question. Je suis le spécialiste de Jean-François Bouscarin. Donc et on le remercie de sa participation active. On le remercie parce qu'effectivement, il s'est montré très intéressé tout au long de notre session. Il indique une foule de nos personnes âgées sont sans soins dentaires, je pense, accouplées avec la prévention bucco-dentaire des personnes âgées. Point d'interrogation. Étant donné que langue et dents sont liés, excusez-moi. Monsieur Cormary ? Tout à fait. Moi, je veux le rencontrer, M. Bouscarin, parce qu'il faut absolument qu'on bosse ensemble. C'est un télé-rendez-vous, c'est comme ça que ça se fait maintenant. Il n'y a aucun souci, et quand il veut. Pourquoi ? Parce que la déglutition, c'est l'alimentation. Donc c'est ce qu'on donne à manger aux gens. Mais par exemple, je prends un exemple tout simple. Si j'ai pas les dents en bon état, si j'ai mal à la bouche, je pourrais pas mâcher. J'ai pas de problème de déglutition proprement parlé au départ, mais j'ai un problème de mastication et qui va générer par exemple l'usage d'une alimentation trop transformée, type mixé. Et donc à ce moment-là, j'aurai un déplaisir ou moins de plaisir à manger et je vais peut-être favoriser la dénutrition. Vous voyez le genre de lien ? Donc il a parfaitement raison. Il y a Aurélien. Il y a Aurélien qui travaille, et grâce à vous, grâce à la... Vous avez financé, que la RS finance et fait très activement. D'ailleurs, on a dans les 3 EHPAD de notre projet, une EHPAD qui est impliquée dans le projet Aurélien. C'est pas pour rien qu'on l'y a mise, parce qu'effectivement, on veut voir comment on peut arriver à coordonner, au moins avoir un début de coordination entre les deux. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui, et je pense que l'étape d'après, c'est d'impliquer les dentistes dans ces questions-là, bien sûr. Alors, bon... Je rebondis sur un élément que vous avez indiqué dans votre présentation. S'il nous reste encore 2 petites minutes, oui, bon, parfait. Vous avez indiqué qu'effectivement, les soignants, au niveau des structures médico-sociales notamment, étaient parfois en difficulté quant à savoir justement le régime à appliquer et la crainte de la fausse route, finalement, prenait le pas, d'une certaine manière, en l'absence de dispositifs pour objectiver le fait qu'il faille passer à ce genre d'alimentation. Est-ce que vous avez une idée finalement du pourcentage de personnes qui pourraient du coup basculer sur... vous voyez la question, quoi. Est-ce que finalement on est capable de quantifier, de se fixer des objectifs quantifiables en se disant, avec le dispositif, ça serait pas mal si j'arrivais à sortir de l'alimentation mixée tant de pourcents de mes résidents ?
On a déjà travaillé sur le sujet avec Michel Brasse. On avait quelqu'un du Centre Nord Aveyron, Michel Brasse, cuisinier à l'Aïol, qui est quand même connu dans la région, un cuisinier 3 étoiles. On travaille sur ce sujet il y a quelques années. On a obtenu des résultats qui étaient étonnants, c'est-à-dire qu'en faisant un dépistage, mais un dépistage qui n'est pas un dépistage très précis, donc imaginez si on fait un dépistage précis, ça sera encore mieux. En faisant un dépistage approximatif, en apprenant aux cuisiniers à cuisiner autrement, à cuisiner des aliments qui soient quand même faciles à mâcher, mais qui ne soient pas excessivement transformés, on arrive à réduire l'entrée en dénutrition. Et on arrive à réduire l'entrée en dénutrition de moitié. C'est-à-dire qu'on a fait un suivi de 600 patients pendant 1 an et on a montré qu'on avait 2 fois moins de gens qui entraînaient en dénutrition sur l'année de suivi dans les EHPAD où on avait mis en place ce que je vous indiquais, c'est-à-dire un dépistage un peu plus approximatif qu'on soit fait aujourd'hui, plus un apprentissage pour les cuisiniers d'une manière plus particulière de donner à manger, de cuisiner, pardon. À ce problème qui est l'épaississement des liquides. Le pourcentage de personnes âgées punies de ne plus pouvoir boire est majeur et par ce dispositif, on peut tout à fait espérer aussi permettre aux gens de suivre leurs fluctuations et leur permettre de boire quand ils sont capables des liquides vrais. Et ça a un lien avec l'hygiène bucco-dentaire. Donc beaucoup de potentialité, David, dans ce projet. C'est ce qu'avait noté le jury, mais qui est bien mis sur le devant de la scène par nos intervenants aujourd'hui. Il nous appartient de conclure cette partie de questions-réponses. Vous remercier très sincèrement, mesdames, messieurs, ainsi que l'ensemble des membres des différents lauréats, donc consortium lauréat, de leur participation à l'appel à projet. C'est une première pour l'ARS, accompagnée en ce sens par la région Occitanie. C'est important pour vous. Sachez que l'ARS Occitanie est à vos côtés pour tout le suivi, pour tout ce qui va se passer après. Bien sûr, alors je le redis, et certains vont me l'entendre pour la 3e fois, c'est de faire en sorte que vous puissiez avoir une écoute, une oreille attentive, un soutien. Et dans ce cadre-là, toutes les forces en présence au niveau régional sont à vos côtés. Jérôme, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, et l'ensemble des structures potentielles. Donc, bon vent, bravo encore pour tout ce que vous faites, et tout le monde sera très attentif au vu des questions à ce que vous allez pouvoir nous proposer dans quelques temps. Merci encore et on vous félicite. Bon Merci vent, mesdames, beaucoup. monsieur. Merci beaucoup. Jérôme. Alors, nous allons reprendre la parole 5 petites minutes pour passer justement le relais à Jean-Jacques Morfois pour la conclusion de ce séminaire e-santé. Nous, avant peut-être de passer la parole, juste un petit détail que je crois que nous n'avons pas indiqué depuis le début de cette session, le fait que tout ça est enregistré et sera disponible en replay, comme on dit à la télé, sur le site internet de l'Agence régionale de santé d'Occitanie dans les tout prochains jours. Et donc vous pourrez continuer de le regarder et de le partager. Jérôme, une petite question générale que nous avons reçue tout à l'heure. On nous a posé la question de savoir, on a parlé de 18 projets déposés au départ, et la question a été plusieurs fois posée de savoir si on pouvait connaître ces projets. Alors, quelle est l'attitude et comment on pouvait répondre à cette question? Bien entendu, dans le cadre de l'appel à projet, la seule contrainte que nous avons, c'est d'avoir l'accord de l'ensemble des consortiums, et notamment des consortiums non retenus, pour pouvoir diffuser effectivement nom des projets, composition des consortiums et thématiques traités par les projets. Il est évident que, étant donné qu'ils ne sont pas financés pour ceux qui ne sont pas retenus, nous avons besoin de recueillir leur accord, mais nous espérons le faire très prochainement et pouvoir l'indiquer dans le cadre des prochains comités ou séminaires e-santé que nous allons organiser dans les mois à venir. Merci beaucoup. Donc cette partie est une partie qui correspond au séminaire habituel proposé par l'ARS. C'est une démarche qui est construite pas à pas depuis quelques années. Et on voit bien, de par la présence du nombre d'internautes, votre engagement, votre intérêt à continuer cette démarche. Eh bien, on va continuer peut-être sur la suite. Là, maintenant, accueillir Jean-Jacques Morfois pour la conclusion de cette journée et nous dire ce que vous en pensez, Jean-Jacques. On vous laisse conclure. Alors, je vais vous proposer qu'on la fasse à 3 voix, cette conclusion. Ce qui est pour moi d'abord un signe de remerciement et de convivialité pour remercier David, son équipe et Jérôme, l'ensemble des équipes de l'Agence régionale de santé
Alors, bien sûr, de la direction de Jérôme, mais aussi du grade derrière, ça a été cité. Remercier les équipes du Conseil régional qui nous ont accompagnés et qui, au cours de ce projet, de cette sélection. Et puis, c'est aussi une sécurité, parce que je suis sûr que j'ai oublié des choses essentielles. Donc, n'hésitez pas à rebondir et à reprendre le micro pour citer quelques petits détails que je vais sans doute omettre. 2 choses très importantes à dire. La première, c'est finalement un satisfecit collectif. On l'a dit, 18 projets, on n'en attendait pas forcément autant compte tenu des contraintes qu'on a mis dans le système pour faire un appel à projet propre et surtout soumettre des documents à une expertise extérieure qui soit faisable et qui soit pertinente. Donc vraiment 1000 merci aux 18 contributeurs, aux 18 consortiums, parce qu'on sait que ça a été difficile. On connaît la déception de ceux qui n'ont pas été retenus, notamment des 3 qui avaient été présélectionnés et pas retenus in fine. Un engagement vraiment enthousiaste à ce qu'ils puissent continuer leurs travaux. Ce n'était pas parce qu'ils n'ont pas été retenus que certaines idées n'étaient pas intéressantes, bien au contraire. Donc continuer à travailler et on verra comment on peut faciliter les choses pour que ces projets puissent aboutir d'une manière ou d'une autre, voire être resoumissionnés dans un autre cadre. Ce qui est intéressant aussi, on l'a vu dans ces présentations et dans ce chat, c'est que beaucoup de questions, on n'en a pris que quelques-unes, montrent la pertinence et finalement l'harmonie qu'il y a dans ces projets entre une idée, une technologie, une pratique soignante, qu'elle soit à l'hôpital, qu'elle soit en libéral, qu'elle soit pour des publics du privé, peu importe, et puis aussi les attentes des usagers. Je crois que c'est vraiment le point essentiel que je retiens. Et on voit même déjà, à travers les questions, l'usage que l'on pourrait faire en dehors même du projet qui est présenté à l'ARS et au Conseil régional. Je crois que c'est une belle preuve, en tous les cas, in vivo, en live, de la pertinence de ces sujets. Deuxième idée très importante, on ne va pas s'arrêter là. Donc peut-être là, je vais aussi donner la parole pour nous dire un petit peu ce qui est prévu, puisque bien sûr, d'abord le projet régional de santé est un projet qui se développe sur 5 ans. Donc on va continuer à suivre très attentivement, à contractualiser avec les élus, puisque là, on dispose de fonds de la solidarité, de fonds publics, donc on est redevable vis-à-vis de chacun d'entre vous de l'utilisation de ces fonds. Donc l'étape d'après pour nous, de manière plus administrative, ça va être effectivement auprès des équipes que vous avez vues rencontrer virtuellement, de contractualiser pour suivre ces financements et l'attendu des résultats. Et puis de voir comment on peut prolonger cette dynamique dans la région Occitanie, puisque, encore une fois, le succès ne s'est pas démenti à travers ces différentes rencontres, ces différents forums depuis 2 ans. Ce qu'on se disait à chaque fois, c'est qu'à chaque fois, on a presque un peu plus de participants, malgré la contrainte de la pandémie, qu'au départ. Donc ça montre aussi que de bouche à oreille, entre professionnels de santé, entre spécialistes des systèmes d'information, finalement, le mot passe en disant ce serait bien d'aller y faire un tour, c'est pas si inintéressant que ça. Donc poursuivons ensemble, faites passer le mot et on accueillera bien volontiers l'ensemble des participants. Puis dernier petit mot totalement opportun ou inopportun, continuons à protéger les personnes fragiles en cette période de pandémie. C'est simple, soyons intelligents collectivement, gardons de la distance physique, respectons les gestes barrières et limitons les contacts avec les personnes fragiles. On l'a évoqué tout l'après-midi, notamment les personnes âgées, certains publics fragiles, que ce soit les personnes qui souffrent d'addiction ou autres. La réalité, malheureusement, montre que ce n'est pas toujours le cas. Soyons exemplaires en tant que professionnels de la santé ou autour du monde de la santé. Et on essaiera d'accompagner ces personnes en difficulté le mieux que possible. Mais vraiment, soyons intelligents collectivement et faisons ce petit effort, qui est finalement une faible contrainte par rapport aux enjeux. David, encore une fois, merci. Des choses que j'ai dû oublier sans doute, peut-être dans une perspective plus nationale, ou Jérôme ? Perspective nationale, oui, effectivement, c'était un petit peu le sens de la diapositive qui, je pense, est actuellement projetée dans le live, notamment le fait de pouvoir saisir les opportunités qui sont offertes par la stratégie accélérer le virage numérique de Ma Santé 2022,
piloté par Dominique Pont, qu'on connaît bien en région Occitanie, et les annonces récentes des fonds dédiés à l'investissement numérique dans le cadre du Ségur de la santé qui s'est tenu cet été. Donc on voit bien qu'à travers des initiatives comme celle du guichet national sur les innovations et les usages en santé, le bien nommé Génius, qui va naître officiellement la semaine prochaine. On va dire qu'en Occitanie, on a une semaine d'avance. Voilà, toujours, mais le 8 octobre, donc, l'Agence numérique en santé dévoile l'organisation prévue pour ce guichet national. Quelque part, le guichet, on a essayé de le préfigurer à travers le dispositif de convergence, et puis il conviendra évidemment qu'on profite de ce cadre national pour donner encore plus d'envergure à nos actions en région. Donc effectivement, la recherche d'une convergence avec le cadre national, et puis j'allais dire, malgré tout, le travail naturel d'une agence régionale de santé, d'être à l'écoute des initiatives. C'est pour ça qu'on organise les séminaires. Alors certes, aujourd'hui, dans un format un petit peu particulier, mais à travers le chat, malgré tout, on a des remontées terrain. À travers les interventions des professionnels qui se sont succédés à la tribune, on a aussi des éclairages très concrets sur les difficultés et les opportunités en termes de modification des prises en charge. On a notamment un travail devant nous très clair avec des associations comme France Asso Santé pour positionner l'usager encore plus au centre des projets d'innovation numérique ou des projets tout simplement d'usage numérique, même avec les dispositifs déjà existants. Je pense, David, vous le partagez à mon avis, que ça fera partie des priorités du dispositif de convergence à l'avenir. Alors, pour rebondir sur les propos qui sont les vôtres, Jérôme, le meilleur exemple, c'est ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, Xavier, qui a dit il faut absolument que je rencontre monsieur Bouscarin. Et l'objectif des séminaires, notamment, c'est de pouvoir créer des liens entre les différents professionnels de santé, qui souvent travaillaient côte à côte et pour la plupart ne se connaissaient pas de manière professionnelle, j'entends, dans le cadre d'un développement des projets qu'ils pouvaient avoir. En ce sens, la démarche de l'ARS Occitanie a été exemplaire, puisqu'on voit le travail qui a été réalisé et on voit tous les projets qui ont été réfléchis, imaginés sur les bancs, justement, des différents séminaires depuis quelques années maintenant. Donc ça, c'est une première chose. Vous aviez raison de dire qu'il y a des initiatives régionales qui vont s'intégrer dans cette démarche. C'est le fait de pouvoir aussi profiter d'une démarche nationale pour pouvoir toujours être exemplaire. L'Occitanie, l'ARS Occitanie est exemplaire à ce niveau-là, et ça a été souligné plusieurs fois par Dominique Pont. Dans cet esprit, bien sûr, on va continuer à travailler. Cette démarche est une démarche qui a été initiée, qui n'est pas un seul coup, c'est pas de dire on fait quelque chose pour marquer les esprits, c'est pour s'inscrire dans la durée. Vous l'aviez dit, vous nous l'aviez dit il y a quelque temps. On constate maintenant que l'on réalise pleinement vos engagements, les engagements de l'ARS Occitanie. Je pense qu'il n'y a mieux que vous, il n'y a personne mieux que vous pour lire ce que vous aviez écrit en septembre, il y a 2 ans. Ciel, c'était déjà il y a 2 ans. Je vous le relis, je vous le redis avec conviction, ferveur et enthousiasme. C'est-à-dire qu'effectivement, à travers la mise en place de ce dispositif spécifique de soutien à l'innovation numérique en santé, l'agence, l'ARS Occitanie, veut témoigner sa volonté de co-construire vraiment, comme on l'a vu avec l'ensemble des acteurs de la filière e-santé, des solutions pragmatiques, opérationnelles qui permettent vraiment de répondre aux besoins de santé des citoyens d'Occitanie et plus particulièrement des personnes en situation de vulnérabilité, comme on l'a vu cet après-midi. Vraiment un grand merci à l'ensemble des acteurs pour cette belle dynamique qu'on souhaite poursuivre tous ensemble, je pense. Et merci à l'ensemble des internautes d'avoir suivi ces présentations, ces échanges, pour la plupart d'entre eux d'ailleurs qui sont très actifs dans cette dynamique. Merci à eux. Merci beaucoup. Peut-être, Jérôme, dire qu'il y a un demain. Il y a un demain, il y a, comme vous le dites, une saison 2, je crois que ce sont vos termes, une saison 2 du dispositif de convergence qui commence dès demain. La construction d'un nouvel appel à projet sur une de nos thématiques prioritaires ou un de nos parcours prioritaires du projet régional de santé. Avec la perspective, effectivement, de pouvoir revenir devant vous dans le cadre de séminaires e-santé organisés en distanciel ou, on l'espère à terme, de nouveau en format physique, pour discuter, échanger avec vous sur les capacités du numérique à améliorer la santé de nos citoyens d'Occitanie.
Il nous reste à remercier l'ensemble des participants, à remercier KRD Audiovisuel qui nous a permis la réalisation de ce live en direct donc, de l'Agence régionale de santé d'Occitanie à Toulouse et de vous dire à très bientôt pour la poursuite de nos actions. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux, merci à toutes et à tous. Merci.